Bonjour à tous, je suis ravi de vous annoncer que le Centre d'expertise des industries créatives et de la culture ainsi que le groupe Humanité de l'école Kedge Business School lance, en partenariat avec Mola, la grande librairie bordelaise, une série de 4 conférences sur l'inclusion sociale et en particulier sur le racisme, le sexisme, la LGBT-phobie ainsi que la discrimination des personnes handicapées. Le projet Station K a été créé par le Centre d'expertise Industrie Créative Culture de Kedge Business School et la librairie Mola. Le projet mobilise de façon collaborative les contenus de la librairie Mola et la station Ozone, un des plateaux numériques les plus avancés d'Aquitaine. Le projet Station K s'inscrit dans un effort d'innovation pour la transmission des humanités. Le partenariat vise à proposer des humanités et de la culture générale pour que les étudiants découvrent et comprennent mieux leur environnement global. La diversité propre à la création et à la culture, c'est une valeur centrale pour le secteur. Le groupe Humanité se veut garant de l'inclusivité en refusant les discriminations et donc en s'attaquant à leurs origines ainsi qu'à leurs conséquences. L'inclusivité n'est pas seulement un devoir imposé par la loi ou un idéal, c'est l'élaboration d'une société ouverte à l'altérité et à ce qu'on appelle l'universalisme des différences, qui permet de vivre ensemble plutôt que de vivre à côté. C'est bien évidemment également la nécessité de promouvoir et de contribuer à la construction d'identités propres, que ce soit dans ou en dehors des normes. I am a Canadian who lives in Paris. I am a Black woman. So there's a lot of different parts to my identity. Je suis gay et ancien étudiant d'école de commerce. I come from Bogota, Colombia. Je suis d'origine tunisienne. En tant que femme, as a Black American woman, minority issues, diversity issues, inclusion, equity, all of that. These matters are very important to me, especially in the realm of business. Minorities are often overlooked. Pas du tout représenté, nos combats sont pas du tout portés. People might not notice, but they have like this sort of xenophobia comments. J'ai aussi pu voir à travers mon frère les difficultés d'intégration et les difficultés en général pour les personnes en situation de handicap mental. In my specific field of interest, theater, the performing arts in general, minority issues, diversity, inclusion are a hot topic right now for very good reason. It's not only important for us to make sure that we get a seat at the tables that are already created, but it's also important that we create our own tables. Ces dernières années, je pense qu'on a une véritable libération de la parole et une mise en lumière un peu de la différence. Valoriser nos différences et surtout d'apprendre à les connaître et d'apprendre à voir ce qu'on peut en faire ensemble. Je pense qu'il est important d'en parler, de continuer à en parler, car c'est des problèmes qui sont toujours présents. Et je pense qu'aujourd'hui, les écoles ont un véritable devoir de sensibilisation à la lutte contre la discrimination qui peuvent avoir lieu dans leurs établissements. These days, it's not so much about what you do, your action, it's almost more about what you don't do, your inaction, your indifference. That speaks a lot about who you are as a professional, as an individual. So I think it's encouraging that we get to have these discussions together, and hopefully we can put a little bit of action behind them so we make sure that we activate all of these great ideas. Pour exister, les femmes ont toujours dû être dans l'excès. Elles ont toujours dû en faire plus que les hommes, montrer qu'elles sont aussi capables qu'eux, savoir s'imposer, parler plus haut, être meilleures que les hommes, s'élever au-dessus de leurs conditions de femmes, afin qu'on ne les juge plus selon ce seul critère. Les femmes, c'est la différence. Elles sont à la fois des individus qui se singularisent et qui sont invisibles. C'est justement parce qu'elles ont longtemps été invisibles que, quand elles prennent la parole, on les remarque et on les traite alors de passionnariat, de virago, voire pire. L'histoire des femmes, c'est l'histoire de l'invisibilité et du silence. C'est l'histoire de leur relégation dans la sphère privée, qui entraîne une absence de traces, une absence d'archives dans la sphère publique. C'est l'histoire de la lente émergence des femmes sur le devant de la scène. Le silence des femmes, de même que le silence sur les femmes, implose avec MeToo. MeToo a commencé dans le monde de la culture. Des actrices hollywoodiennes se sont élevées contre un système établi de longue date,
intériorisée par toutes, acceptée par tous, une facilitation professionnelle en échange de faveurs sexuelles. MeToo n'est pas l'histoire d'un homme, c'est l'histoire d'un système. De l'affaire Weinstein, on est rapidement passé à un phénomène de témoignage massif. Les femmes se sont structurées dans une affirmation, dans une position de genre. Moi aussi, cela m'est arrivé. Elles ont dénoncé un système, celui de la domination patriarcale. Balance ton porc. Les actrices, qui ont été les premières lanceuses d'alerte, ont parlé parce qu'elles pouvaient parler. Parce qu'elles étaient célèbres, donc écoutées. Parce qu'Hollywood avait besoin d'elles. Ce qui importe aujourd'hui, c'est de transférer cette visibilité sur le terrain du quotidien, celui des femmes ordinaires. Cette visibilité des femmes est le grand combat du XXIe siècle. Il s'agit d'abolir la différence, abolir l'injonction à la différence qui est faite aux femmes, abolir l'injonction qui leur est faite d'être meilleures, de devoir toujours en faire plus. La femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignerait une femme incompétente, affirmait la journaliste politique Françoise Giroud dans Le Monde en 1983. Une phrase qui, à l'époque, avait choqué par son paradoxe et sa provocation, et qui, pourtant, reste toujours d'actualité. Aujourd'hui, les femmes exigent non seulement l'égalité salariale dans les tâches ménagères, mais la réversibilité des rôles et des fonctions. Prendre la parole, occuper des postes de direction, inverser les rapports. Qu'une femme puisse gagner plus qu'un homme sans qu'on le fasse remarquer. Qu'une femme dirige une équipe composée d'hommes. Et inversement, que les secrétaires soient des hommes. En somme, que le genre ne soit plus ni un obstacle, ni même une question. On tente à un effacement du genre comme critère de sélection, notamment professionnelle. Il s'agit d'annuler tous les stéréotypes liés aux femmes, réduites à leurs hormones, à de supposées limites. Pourquoi est-ce si important de rendre les femmes visibles ? Pas seulement pour une question d'égalité, mais parce que les femmes qui réussissent sont un modèle positif pour les petites filles d'aujourd'hui. Voir des femmes occuper des postes à responsabilité, voir des femmes scientifiques, voir des femmes sportives de haut niveau, permet de se projeter, permet de dire que c'est possible. Moi aussi, je peux y arriver. Ce que MeToo a fait émerger, c'est l'impensé dans la discrimination envers les femmes, l'acceptation de l'inacceptable. Les blagues sexistes du quotidien, les violences faites aux femmes, les discriminations salariales. MeToo a fait prendre conscience aux hommes de la reproduction inconsciente de ces schémas. Il a aussi permis aux femmes de s'interroger sur l'autocensure qu'elles pratiquent inconsciemment. D'où viennent ces schémas inconscients qui structurent en profondeur nos sociétés ? D'où viennent les freins qui expliquent le retrait des femmes de l'histoire, tout particulièrement les femmes créatrices ? Je commence par un rappel historique. L'histoire des femmes est l'histoire d'une majorité traitée comme une minorité. Les discriminations vécues par les femmes tout au long de l'histoire et jusqu'à aujourd'hui sont les mêmes que celles que vivent toutes les minorités, que ce soit les minorités dites visibles ou les minorités dites sexuelles. D'où vient cette asymétrie entre hommes et femmes au sein d'une même humanité ? Le fondement des discriminations envers les femmes repose d'abord sur l'inégal accès à l'éducation. C'est le frein principal qui explique le retard des femmes sur les hommes, aujourd'hui encore. Molière en témoigne dans l'École des femmes en 1662, avec le personnage déchirant d'Agnès, une jeune fille qui a été élevée à l'écart de la société, dans une ignorance totale du monde, par son protecteur Arnolphe, qui veut à terme l'épouser et éviter à tout prix qu'elle le fasse cocu. « Je sais bien que je suis une bête », s'écrie Agnès dans un accès de lucidité. Une bête, c'est-à-dire que son manque d'éducation la classe en effet du côté des animaux plutôt que du côté de l'humanité. Les animaux, c'est-à-dire des êtres privés de raison, gouvernés par leurs seuls instincts.
Car les femmes ont toujours été renvoyées à la naturalité des instincts et victimes de préjugés quant à leur capacité à penser de manière autonome. Pendant longtemps, l'inégalité entre les sexes a été définie comme une inégalité de nature, qui se manifeste dès l'acte sexuel menant à la conception. Pour Aristote, la femme est un réceptacle. C'est l'homme, le seul qui soit doué de puissance vitale, qui, par sa semence, vient animer la femme pour produire l'enfant. L'homme vient animer une matière inerte. Cette vision a longtemps prévalu et on en voit bien les traductions possibles encore aujourd'hui dans les rapports homme-femme. C'est l'homme qui séduit la femme qui, elle, se laisse séduire. L'homme propose, la femme dispose. La passivité de la femme, une passivité qui est jugée naturelle, est à l'origine de son retard sur les hommes. Un retard qui se manifeste dans la possession des facultés intellectuelles et qui entraîne tous les retards culturels. Cela se retrouvera jusqu'au XXe siècle avec le débat sur le droit de vote. Les femmes ne peuvent pas participer à la vie démocratique car elles n'en sont pas capables. Elles sont tout au plus bonnes à voter comme leur mari ou comme leur confesseur. C'est précisément contre cette thèse naturaliste que Simone de Beauvoir écrira dans le IIe siècle, en 1949, « On ne naît pas femme, on le devient ». La condition des femmes ne dépend pas de la biologie, c'est-à-dire des supposées faiblesses des femmes et toujours de leurs hormones, mais des constructions mentales et des valeurs que l'on associe aux femmes et qui sont définies par les hommes et bien entendu à leur avantage. Répétées, reconduites de génération en génération, ces constructions mentales deviennent des constructions idéologiques, elles se sédimentent. Et ainsi, elles façonnent les sociétés. Des constructions qu'hommes et femmes intègrent, consciemment ou inconsciemment. Pendant longtemps, les hommes ont donc eu le monopole de l'usage de la raison. C'est aussi pour cela que les femmes se sont si longtemps tues. Il leur semblait normal que le monde soit gouverné par les hommes, puisqu'il l'avait toujours été. Jusqu'à MeToo, où les femmes prennent la parole afin de prendre le pouvoir. C'est avec cette société où la femme est dans un état de dépendance, de soumission, que rompent Adèle Haenel et Céline Sciamma avec leur fameux « on se casse », la honte, lancé à la cérémonie des Oscars en février 2020, au moment d'une récompense attribuée à Roman Polanski. Et c'est un mot d'ordre qui est repris par Virginie Despentes dans une très belle tribune de Libération qui se conclut ainsi: « C'est terminé, on se lève, on se casse, on gueule. » On, c'est-à-dire nous, les femmes, on se casse d'une société régie par la loi des hommes. On n'accepte plus l'inacceptable. Alors j'en reviens à l'histoire et à cette généalogie de l'asymétrie homme-femme. Un changement radical se produit au XVIIe siècle, sous l'influence de Descartes, qui pose l'universalité de la raison. La possession et l'usage de la raison sont le propre des humains. C'est précisément ce qui les distingue des animaux. C'est le fameux cogito. Cogito ergo sum, je pense donc je suis. Si je pense, c'est que j'existe, selon la règle de l'évidence. Les penseurs cartésiens, distinguant la nature de la culture, reconnaissent qu'il y a bien entre hommes et femmes une égalité de nature, mais une inégalité de culture, c'est-à-dire une inégalité dans l'accès à l'éducation dont sont victimes les femmes. Le dualisme cartésien, qui distingue le corps de l'âme, est donc un fondement prémoderne de la libération intellectuelle des femmes. Car l'intellect est précisément le lieu où les femmes sont à égalité avec les hommes, au nom de l'universalité de la raison. Aucun frein, donc, à ce qu'elles fassent des études, à ce qu'elles comprennent les mathématiques. Descartes le prouve dans sa correspondance à la fin de sa vie. Ses principales interlocutrices sont alors deux femmes, la princesse Élisabeth de Bohême et la reine Christine de Suède. Christine de Suède, d'ailleurs, avait pris Descartes comme précepteur. Il passe chez elle les derniers moments de sa vie et il meurt chez elle en 1650. Voici deux femmes exceptionnelles
qui ont reçu la même éducation que leurs frères, c'est-à-dire qui ont les mêmes compétences en langue, en sciences, en humanité. Élisabeth de Bohème était une philosophe et une mathématicienne avant même que ses professions se déclinent au féminin. Capable d'échanger avec Descartes, avec Leibniz, d'égal à égal. Descartes affirme dans une lettre qu'il écrit le discours de la méthode, qui paraît en 1637, pour ce qu'on appellerait aujourd'hui le grand public, dans lequel il inclut précisément les femmes. Il veut écrire un livre dans lequel j'ai voulu que les femmes mêmes puissent entendre quelque chose. C'est donc un livre écrit non plus en latin, mais en français, une langue réputée plus accessible aux femmes. Mais tout le monde ne croit pas à l'égalité des hommes et des femmes quant à la possession et à l'usage de la raison. Les femmes ont donc dû s'élever pour défendre haut et fort l'universelle possession de la raison, qui est la base de l'égalité homme-femme. L'une des premières fut Marie de Gournay, connue pour être la première éditrice des essais de Montaigne. Marie de Gournay a défendu l'égalité des sexes dans son célèbre essai « De l'égalité des hommes et des femmes », publié en 1622. En 1637, dans une lettre, elle constate l'invisibilité des femmes. De tout temps, dans l'histoire, écrit-elle, les mémoires des noms des femmes ne sont pas plus en évidence que les traces laissées par un navire croisant dans l'océan. Marie de Gournay est au centre de la République des lettres féminines qui se forme à La Haye dans les années 1630 et à laquelle Élisabeth de Bohème, la correspondante de Descartes, participe. Ces femmes reprennent l'héritage de Laura Serreta, 1469-1499, une femme devenue veuve très jeune, qui a étudié le latin et la philosophie et qui entretient une riche correspondance qu'elle réunit elle-même et qu'elle distribue, mais qui ne sera pas publiée avant 2 siècles, avant le XVIIe siècle. Une correspondance dans laquelle elle défend le droit des femmes à l'éducation, où elle dénonce la condition des femmes mariées et rappelle la contribution des femmes à la vie politique et intellectuelle de l'Europe. Elle appelle de ses vœux une Respublica Mulierum, une république des femmes, en réponse à la République des lettres, alors en vogue et exclusivement masculine. C'était déjà ce qu'imaginait la poète médiévale Christine de Pisan, 1365-1430, Christine de Pisan, qui écrit son traité politique utopique, La Cité des Dames, dans lequel elle s'oppose à la misogynie de ses contemporains. Ceci explique que pendant longtemps, le féminisme a été un féminisme de combat. Il ne pouvait pas être autre chose qu'un féminisme d'opposition à la misogynie. Les femmes se sont unies à l'écart des hommes pour revendiquer l'égalité, c'est-à-dire d'abord défendre les compétences des femmes. Des hommes aussi ont défendu les femmes. Un penseur néo-cartésien tel que François Poulain de la Barre défend le droit des femmes au nom précisément de l'universalité de la raison posée par Descartes. Il l'écrit dans son traité de l'égalité des deux sexes, paru en 1673. Il y écrit « Les femmes entendent comme nous, par les oreilles. Elles voient par les yeux et elles goûtent avec la langue. Il n'y a rien de particulier dans la disposition de ces organes, sinon que d'ordinaire, elles les ont plus délicats, ce qui est un avantage. De sorte que les objets extérieurs les touchent de la même façon. Qui les empêchera donc de s'appliquer à la considération d'elles-mêmes, de disposer avec ordre leurs pensées et de faire la science qu'on appelle métaphysique ? L'on peut donc, en assurance, exhorter les dames à s'appliquer à l'étude, sans avoir égard aux petites raisons de ceux qui entreprendraient de les en détourner, puisqu'elles ont un esprit comme nous, capable de connaître la vérité. La possession et l'usage de la raison ne dépendent donc pas du sexe. Elles sont le propre de tous les hommes, au sens de l'humanité. C'est aussi ce que dira Olympe de Gouges dans sa fameuse Déclaration des droits de la femme et du citoyen en 1791, qu'elle rédige sur le modèle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclamée en 1789. Elle y affirme l'égalité de l'homme et de la femme quant aux devoirs et quant aux droits. Elle réclame ainsi pour les femmes le droit à la propriété privée, le droit de vote, le droit de pouvoir prendre part à l'éducation des enfants et à l'armée,
ainsi que le droit d'exercer des charges publiques. La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Avec Olympe de Gouges, c'est la première fois en France que l'on réclame l'universalité des droits, en soulignant que les droits politiques et civils des citoyens excluent la moitié de l'humanité. Ce texte, qui nous apparaît aujourd'hui fondamental, a pourtant été lu dans l'indifférence générale par les députés de la Convention. Des extraits en furent publiés en 1840, mais il faut attendre 1986, soit 2 siècles plus tard, pour que le texte soit publié en intégralité. Tel est le destin des femmes novatrices, forcées de rester dans les marges et le silence de l'histoire. Les conditions matérielles de l'accès des femmes au savoir, le lien entre célibat ou veuvage et érudition, sont des éléments centraux pour comprendre le retard qu'ont longtemps connu les femmes dans la production intellectuelle et artistique. Pendant longtemps, les femmes intellectuelles ont été des femmes célibataires. Seules pouvaient créer celles qui étaient délestées des charges matérielles et familiales. La poète médiévale Christine de Pisan commence à écrire une fois veuve pour gagner sa vie. Le prétendu instinct maternel, relayé par l'imposition sociale faite aux femmes d'avoir des enfants pour se réaliser, a longtemps été un frein à leur évolution professionnelle et à leur indépendance économique. Il l'est encore. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les femmes qui écrivent sont exclusivement des nobles ou des bourgeoises, qui n'ont pas besoin de travailler pour vivre, qui ont du temps pour se consacrer aux loisirs érudits, l'otium. C'est ce que rappelle Virginia Woolf dans son célèbre essai « Un lieu à soi », paru en 1929. Pourquoi Hamlet n'a-t-il pas été écrit par une femme ? S'interroge-t-elle. Parce qu'il aurait manqué à cette femme ce qu'ont les hommes, du temps, de l'argent, une autonomie. Les femmes ont besoin d'un lieu à elles, conclut Woolf. Un lieu où elles puissent s'isoler, un lieu où elles soient autonomes financièrement, mais aussi un espace mental qui leur soit propre, où elles soient libérées de la fameuse charge mentale, des tâches domestiques, familiales et maternelles. Telles sont les conditions de la création artistique, mais aussi les fondements de l'émancipation des femmes, de manière plus générale. Si peu de femmes ont écrit des chefs-d'œuvre, ce n'est pas parce qu'elles sont femmes, c'est parce qu'elles n'ont pas les mêmes conditions de travail, de production que les hommes. Pour produire, les femmes ont longtemps dû ne plus être des femmes. C'est-à-dire d'abord ne plus être des mères, ne plus avoir charge de famille. C'est dans ce sens que la romancière et théoricienne Monique Wittig, pionnière des études de genre et l'une des fondatrices du MLF, le mouvement de libération des femmes, en 1970, affirme « Les lesbiennes ne sont pas des femmes ». C'est-à-dire qu'elles n'entrent pas dans les catégories définies par l'hétérosexualité, c'est-à-dire principalement tournées vers la procréation. Dès que les femmes veulent créer ou veulent exercer de prétendus métiers d'hommes, leur féminité est niée. Au XVIIe siècle, les femmes savantes étaient moquées et traitées de précieuses, c'est-à-dire celles qui veulent, par orgueil, s'élever au-dessus de leurs conditions de femmes. Et on relira Molière pour voir tous les préjugés attachés à ce terme de femme savante et de précieuse ridicule. Aujourd'hui, nous sommes dans un combat inclusif et non plus séparatiste. Nous ne sommes plus dans la rivalité homme-femme telle que l'exposaient nombre de féministes des années 60-70. La principale nouveauté de ce moment historique que nous avons la chance de vivre en ce moment, c'est bien la prise de conscience des hommes eux-mêmes. Les hommes comprennent que se battre pour le droit des femmes, c'est se battre pour qu'ils deviennent eux-mêmes meilleurs, qu'ils ne soient plus, eux non plus, victimes de la domination masculine qu'ils ont intégrée. J'en viens à l'invisibilité, plus précisément, des femmes créatrices. Dans les domaines artistiques et intellectuels, les femmes ont longtemps été à l'ombre des grands hommes. Au mieux des muses, au pire
de simples collaboratrices, contribuant modestement à la carrière du grand homme. Alors, quelques exemples de ces relations asymétriques. Madame du Châtelet fut une grande physicienne, on l'ignore sans doute. Elle fut la première traductrice du latin des principes de Newton. C'est elle qui a permis la diffusion de la théorie newtonienne qui pose les bases de la mécanique classique encore en usage aujourd'hui. Mais elle a d'abord été vue comme la maîtresse de Voltaire, tout au plus sa disciple, alors que ses connaissances scientifiques à elle étaient supérieures aux siennes, ce que Voltaire reconnaissait lui-même. On est encore bien loin d'une relation, d'un couple intellectuel, comme le furent Pierre et Marie Curie. Madame de Staël a longtemps été vue simplement comme la maîtresse de Benjamin Constant, alors que son rôle politique a été majeur. Elle a été une grande opposante à Napoléon Bonaparte, elle qui écrivait « Un seul homme de moins et le monde serait en repos », ce qui lui a valu 10 années d'exil. Madame de Lafayette, l'auteur, entre autres, de La Princesse de Clèves, a publié son œuvre sous un pseudonyme masculin ou de manière anonyme. Colette a d'abord écrit sa série de romans Les Claudines pour aider son mari Willy, pour l'aider à écrire, et sous son nom à lui, avant d'être bien plus connue que lui. Les femmes ont donc longtemps été condamnées à l'écriture de l'intime, c'est-à-dire la correspondance, le journal intime, tout au plus la poésie lyrique ou les contes pour enfants, c'est-à-dire renvoyées à la sphère privée. Cette partition des rôles et des espaces entre hommes et femmes a été entérinée au XIXe siècle. Aux hommes, les activités politiques et économiques, c'est-à-dire extérieures et visibles, qui laissent des traces. Aux femmes, les activités privées, invisibles, élever les enfants. Les qualités et les mérites propres des femmes sont alors niés. Elles ne font qu'obéir à la naturalité de leurs instincts, le prétendu instinct maternel, le fameux rythme hormonal. Elles sont du côté de la nature, voire de l'animal. Le Code Napoléon de 1804 institue l'homme comme chef de famille. Cette notion ne disparaîtra qu'en 1970 au profit de l'autorité parentale attribuée au père ou à la mère. Considérées comme mineures, elles n'ont alors ni autonomie ni personnalité propre. Confinées dans l'espace privé, avec moins d'accès à l'éducation, les femmes ont logiquement laissé moins de traces. Peu d'entre elles ont pu être des créatrices. La ville est un espace sexué au XIXe siècle. Et il l'est encore aujourd'hui avec le débat sur le harcèlement de rue. Au XIXe, les femmes n'ont pas accès aux clubs de réflexion, aux réunions publiques, aux manifestations. Et jusqu'au XXe siècle, dans les années 1950, Simone de Beauvoir, travaillant à la BNF, c'est déjà une transgression. Là encore, les femmes sont dans la différence. Elles doivent toujours s'imposer, toujours conquérir leur place. En littérature, au XIXe, les femmes ne pouvaient pas publier dans les journaux. Leurs œuvres n'avaient donc pas de visibilité. La place des femmes dans le canon artistique, le canon étant la définition des œuvres que l'on considère comme des classiques et qui sont donc dignes d'être transmises à la postérité, enseignées dans les classes. La place des femmes dans ce canon a longtemps été minorée parce que ce canon a été constitué par des hommes. La plupart des critiques littéraires, des théoriciens de la littérature et des éditeurs au XIXe et XXe siècle étaient des hommes qui appréciaient des œuvres d'hommes. Les hommes ont adopté le regard masculin de ceux à qui ils pouvaient s'identifier et qu'ils ont donc institué en grands auteurs. D'où aujourd'hui, à l'opposé, la revendication d'un female gaze, ce regard créateur féminin susceptible de faire exister une singularité de la femme en tant que sujet et non plus en tant qu'objet et qui valorise les œuvres de femmes. Les femmes ont donc toujours été les grandes invisibles de la société. Elles ont été les grandes oubliées de l'histoire. Il est temps de changer les choses. La difficulté d'écrire l'histoire des femmes tient à l'effacement de leurs traces, publiques comme privées.
C'est ce rattrapage qu'il faut aujourd'hui mener. Il s'agit d'exhiber les œuvres de femmes et le talent des femmes. En littérature, il faut réintégrer les femmes dans le panthéon des classiques, dans le canon de ce qui est enseigné dans les classes. Il faut promouvoir George Sand à côté de Flaubert. Flaubert, entré en Pléiade en 1936, George Sand, entré en Pléiade en 1970 avec ses œuvres autobiographiques, mais seulement en 2019 avec ses romans. Là encore, la femme est renvoyée du côté de la littérature d'introspection intimiste. Je parle de la Pléiade parce que c'est évidemment le premier lieu de la consécration d'un auteur, d'une auteure, comme un classique, comme un grand homme, pourrait-on dire, c'est-à-dire comme une grande femme. C'est ce lieu de la consécration française. Il faut promouvoir Colette à côté de Proust. La première Pléiade de Proust date de 1954. Colette est entrée en Pléiade en 1984. Il faut promouvoir Madame de Staël à côté de Benjamin Constant. Constant, entré en Pléiade en 1957. Madame de Staël en 2017. Un rattrapage s'impose. C'est le cas ces dernières années. Simone de Beauvoir est entrée en Pléiade en 2018, Virginia Woolf en 2012 et tout récemment, la romancière britannique George Eliot en 2020. Il faut montrer les femmes là où elles sont encore minoritaires. Montrer qu'il y a des femmes en sciences humaines, considérées avec les sciences dites dures comme des disciplines masculine, lue et pratiquée par un public d'hommes. La sociologie le montre encore. Là, il y a un sacré rattrapage à faire. Il faut donner à entendre Cynthia Fleury, Barbara Stiegler, Sandra Laugier et tant d'autres. Il faut montrer les femmes dans le roman policier, traditionnellement masculin, et où émerge toute une génération d'auteurs femmes. Fred Vargas depuis longtemps, Dominique Maimotti, Elsa Marpeau, Sonia Delzong et tant d'autres. Il faut montrer les femmes cinéastes, les femmes productrices, les femmes qui s'intéressent à l'argent. Car montrer les femmes créatrices permet d'instaurer des modèles, des exemples qui donnent envie à d'autres de les imiter. Se crée ainsi une sororité des femmes créatrices, des femmes actives, qui contrebalance la traditionnelle confrérie masculine qui, de tout temps, a construit nos sociétés. Les femmes ont donc un déficit de visibilité qui est à la fois historique et surtout systémique. Les femmes qui transgressent les rôles assignés depuis toujours ont été vues comme à la fois dangereuses et ridicules, les deux étant liés. On se moque de ce dont on a peur, de ce qu'on ne comprend pas. Les femmes sont-elles condamnées à être la différence, à devoir toujours se battre, et les femmes qui réussissent condamnées à être des exceptions? Il faut, me semble-t-il, aujourd'hui, constituer un féminisme de la banalité, ce que j'appelle un féminisme du quotidien. Qu'a changé MeToo dans le rapport des hommes et des femmes? D'abord la libération de la parole, et puis le déplacement des frontières de l'acceptable. Nous entrons dans une époque où il est normal, du moins de plus en plus normal, que les femmes s'expriment et revendiquent l'égalité des droits. Une normalisation du discours féministe qui peut aussi être porté par des hommes. Et c'est une bonne chose. On se situe presque dans un post-féminisme, dans ce que j'appelle un féminisme d'après la lutte des sexes. On tente à un effacement du genre. La traditionnelle guerre des sexes est déplacée sur le terrain d'une guerre économique. Lutte contre les discriminations de classe, relations employeur-employé, lutte contre le plafond de verre. Le discours féministe rejoint le discours de toutes les minorités, ethniques, sexuelles, économiques, qui aspirent à l'égalité des droits. Ce féminisme du quotidien passe par une visibilité des femmes. Une visibilité qui se donne à entendre dans la langue française, avec la féminisation des noms de profession, avec le langage inclusif. Une visibilité qui se donne dans le monde de la culture, dans la politique, dans les entreprises.
Nous vivons en accéléré le rattrapage de 2 millénaires de domination masculine. Les femmes sont désormais, dans les sociétés occidentales du moins, sur le devant de la scène. C'est à la fois formidable, mais ce n'est que le deuxième terme du processus dialectique de discrimination positive. Il faut maintenant en venir au troisième terme, celui de la synthèse. Le féminisme de demain s'annulera dans une normalisation de la présence des femmes à l'égal des hommes. Nous connaîtrons, je l'espère, un temps où le mot même de féminisme deviendra inutile, impropre à nommer une quelconque réalité, à pointer une quelconque différence. Le combat se résoudra, s'annulera, quand la majorité longtemps silencieuse qu'incarnent les femmes ne sera plus qu'une simple statistique. Quand on ne remarquera plus les femmes se contentant de constater leur présence. Donc, merci beaucoup pour votre intervention, elle a été très intéressante. J'ai notamment remarqué à la fin que vous êtes revenu sur les termes de quota et de discrimination positive. Quel est votre avis sur la question? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour les femmes, les quotas, et pour toutes les minorités de manière générale, ou est-ce que justement ça dessert le féminisme et tous les combats des minorités? Alors j'ai parlé de dialectique, j'ai parlé de deuxième terme et de troisième terme de la dialectique. C'est précisément ça, la question des quotas. Je crois, on peut dire que c'est un mal nécessaire. Bien sûr, ça paraît toujours, la discrimination positive, ça fait très années 80. Il y avait cette idée aux États-Unis où on emmenait les enfants des quartiers pauvres dans des établissements scolaires de plus fortunés. On faisait cet échange. La discrimination positive, c'est vraiment une action volontariste, comme les quotas. Ça paraît toujours un peu simpliste, mathématique. Néanmoins, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement et il faut en passer par là. Il faut ce rattrapage et il faut à un moment qu'il y ait une action forte, en l'occurrence des pouvoirs publics, mais je crois aussi ce serait souhaitable dans les entreprises pour changer les regards, tout simplement. Je crois qu'il ne faut pas faire preuve d'angélisme et se dire les mentalités vont changer. Non, on n'a plus le temps. Là, avec MeToo, je crois qu'on s'est rendu compte, on a pris conscience tous, hommes et femmes, qu'il y avait urgence à changer les choses et à changer les mentalités. J'ai parlé de 2000 ans de domination masculine, c'est vraiment ça. C'est-à-dire là, on n'a plus le temps d'attendre. Donc oui, il faut un petit peu forcer les choses, bien sûr. Maintenant, j'appelle de mes voeux ce troisième terme de la dialectique, c'est-à-dire ce moment où les questions qu'on se pose ici n'auront plus lieu d'être, où les générations qui viendront après moi, après vous, ne sauront même plus ce que c'est que le terme de féminisme, parce qu'il n'y aura plus besoin de cette volonté politique. Ça prendra encore un petit peu de temps parce que changer les mentalités, ça prend du temps parce que, comme je l'ai montré, les mentalités sont le produit d'une sédimentation très lente, très longue de la société. Et puis, encore une fois, tout cela était à l'avantage des hommes. Il n'y a pas de raison non plus que les hommes changent un système qui est à leur avantage. S'ils ne comprennent pas en quoi eux aussi ça va les rendre meilleurs, c'est là-dessus aussi qu'il faut travailler. Donc oui, il faut un petit peu de affirmative action, comme on disait dans les années 80 aux États-Unis. Et puis bientôt, j'espère, si on se revoit dans 20 ans, tout ça sera annulé. Merci pour votre réponse. Mais donc justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, par rapport à MeToo, je pense qu'on peut tous s'accorder pour dire que c'est un peu le lanceur d'alerte, ce qui a permis aussi aux mentalités de se réveiller face à la situation et au fait qu'il faut également changer et que ça a également repoussé donc toutes les limites et les frontières, comme vous l'évoquiez précédemment. Mais est-ce que vous ne pensez pas que face à cela, il y a également un problème dans la structure juridique et des lois? Parce qu'il y a encore beaucoup trop de témoignages qui sont à l'heure pas pris au sérieux, que ce soit dans les violences sexuelles et sexistes, que ce soit dans le cadre du travail ou harcèlement de rue également.
Alors ça, c'est une très très grosse question et je ne suis malheureusement pas suffisamment calée en droit. Je ne suis pas juriste, donc je ne peux pas vous répondre sur ce terrain-là. Ce que je vois simplement de mon expérience, c'est que c'est une question très importante parce que on le voit. Je rebondis tout récemment sur la question de l'inceste. Cette question de la prescription de l'inceste a été déterminante. Le président Macron s'est exprimé là-dessus. Alors là, il y a une question très très profonde de la parole, de la durée. Là, il y a vraiment une question de temporalité qui compte. On a bien vu avec les victimes de viol, avec les victimes de violences sexuelles, avec les victimes d'inceste, la parole est très lente à émerger. La prise de conscience du fait qu'on a été victime est très très lente. Et ça, c'est quelque chose dont, je crois, on ne parlait pas auparavant. Il y a encore beaucoup de gens, je crois, qui se disent « mais pourquoi elles n'ont pas parlé ? Pourquoi tout de suite après l'acte, elles ne sont pas récriées ?» Vous voyez, cette simple chose... il y a des gens qui peuvent pas l'entendre, qui peuvent pas se l'imaginer. C'est-à-dire à quel point, d'abord, ces violences sont intériorisées, parce qu'il y a la honte, parce qu'il y a encore l'idée que la femme a été une sorte de victime volontaire, a été en un sens consentante, n'a pas su s'opposer. Et puis, certainement, encore cette idée que, comme je le disais, l'homme propose, la femme dispose. Dispose ou ne dispose pas. Bon, voilà. La question du consentement qui a été mise au jour avec le livre de Vanessa Springora est extrêmement importante. À quel moment on consent ? Et si on accepte un acte, est-ce que pour autant on a les capacités intellectuelles, psychologiques de réellement consentir ? Ça, on le voit très très bien avec la question de l'âge de la minorité sexuelle et de toutes les violences faites au sein de la sphère familiale. Donc il y a cette question du temps, c'est-à-dire l'acceptation du statut de victime. Ça prend énormément de temps et l'acceptation du statut de victime à titre individuel, il est très difficile à faire émerger, bien sûr, mais en plus pour les femmes qui portent sur leurs épaules le poids de cette traditionnelle domination masculine, c'est-à-dire que l'homme est quand même le maître chez lui. Il y a quand même encore un droit de cuissage qui, jusqu'à pas si longtemps, existait. Le droit de cuissage, d'ailleurs, c'est tout à fait ça dans l'histoire de MeToo aux États-Unis avec les actrices. C'est-à-dire, si elles ne cédaient pas, encore une fois, céder, donc c'est terrible parce que céder, on est un petit peu consentant quand on cède. C'est ça le problème. C'est ça qui est très très difficile, extrêmement pervers. Si elles ne cédaient pas à l'acte sexuel, leur carrière professionnelle était barrée. C'est ça la réelle perversion. Et ça, c'est pas uniquement une question de perversion sexuelle, c'est bien au-delà. C'est une question de perversion politique, symbolique. L'homme en tant qu'homme dans la société qui se sent autorisé à avoir non seulement ce droit de cuissage sur les femmes, donc au point de vue sexuel, mais même un droit symbolique, le droit de vie et de mort sur leur vie professionnelle. Donc avec cet événement historique MeToo, on charrie tout à coup tout un poids symbolique de centaines et de centaines d'années. Donc, au niveau du droit, bien sûr, avec cette question de l'inceste, les choses vont être revues parce que de plus en plus, heureusement, les psychologues, les psychanalystes ont parlé, ont dit combien c'était dur pour une femme de parler de ce qu'elle avait vécu à cause de ce poids de la honte. Oui, bien sûr que le droit va devoir être changé. Et dans toute l'histoire de l'humanité, ça a fonctionné comme ça. Les juristes, les pouvoirs politiques se sont mis à la roue, dans la roue de la parole publique. Qui finalement, là, il y a eu un énorme appel d'air, un appel d'air féminin, pas uniquement féminin, parce qu'avec l'inceste, c'est aussi masculin, et avec le viol également. Il y a eu cette parole très authentique, très, très spontanée, qui s'est donnée, qui s'est lancée, grâce aux réseaux sociaux d'ailleurs, grâce à cette forme de décomplexion, d'anonymat aussi sans doute, que permettent les réseaux sociaux, puis grâce à cet énorme effet de boule de neige qui, pour une fois, a été très positif, très vertueux. Je vois que je ne suis pas le seul à avoir vécu ce que j'ai vécu, donc c'est le sens de MeToo. Moi aussi, je peux enfin témoigner et prendre la parole. Les pouvoirs publics ne peuvent pas faire autre chose que d'entendre cela et
donc que légiférer. Vous avez développé rapidement la visibilité des femmes, et en parlant de MeToo, c'est ce qui a permis de mettre en lumière plusieurs femmes, plusieurs personnalités. Est-ce que vous pourriez développer cette notion de visibilité, sachant que le mouvement parle aussi d'exposer les agresseurs? Alors effectivement, il est vraiment question avec MeToo de visibilité. J'ai rappelé le rôle des réseaux sociaux. Là, il y a toute une dialectique intéressante entre cette forme d'anonymat que permettent les réseaux sociaux, c'est-à-dire je me cache derrière mon profil, je dévoile ou pas mon identité, et puis surtout, je me confonds et je me greffe dans un effet de masse. Je crois que les réels mouvements populaires, les mouvements historiques ont été des mouvements de masse. On réussit jamais seul. On réussit par un effet d'entraînement. Et c'est pour ça que MeToo est un moment historique que nous avons la chance de vivre. Donc cette question de visibilité, oui, vous remarquerez que ça a commencé dans le monde de la culture. J'ai rappelé, ça a commencé par des femmes qui étaient des femmes puissantes, qui étaient des actrices, qui étaient connues du grand public. Il y a cette relation de dépendance entre l'actrice et le producteur. Bien sûr, la carrière de l'actrice est complètement dépendante du bon vouloir des réalisateurs, c'est-à-dire du bon vouloir des producteurs qui disent oui ou non, tu vas la prendre ou non. Mais inversement, les producteurs ont évidemment besoin des actrices pour exister. Donc là, il y avait ce jeu, cette dialectique, cette interdépendance qu'il faut interroger. Si on revient sur le terrain de la France, vous remarquerez que le mouvement MeToo, Balance ton port, a été porté par des femmes qui étaient là aussi puissantes. Je pense à Vanessa Springora, c'est une éditrice. Elle a publié un livre dans une grande maison d'édition. Ça, c'est vraiment tout sauf anodin. En France, on en passe pour les témoignages importants, on en passe par le livre. Tous ceux qui sont sur une rampe de lancement pour accéder à la présidentielle écrivent un livre. Il faut faire cette profession de foi, il faut en passer par cet objet symbolique avec ce poids qu'est le livre. Donc il y a ce livre dont le grand public a pu s'emparer. Tout récemment, dans l'affaire Kouchner-Duhamel, là aussi, une femme puissante et un livre. Donc il y a cette question du témoignage. Je crois que pour que les mouvements émergent, il faut que le grand public puisse s'identifier. Alors ça paraît paradoxal de s'identifier à des actrices hollywoodiennes, mais non, parce que ces actrices, les gens les voyaient sur leurs écrans. Les gens pouvaient s'identifier à elles. Ils se disaient, mon Dieu, elles ont fait tous ces films formidables, mais à quel prix ? À quel prix ? Avec quel renoncement, avec quel dégoût de soi, qu'est-ce qu'elles ont dû dépasser. Donc là, je crois qu'il y a eu une identification très forte qui est passée par la culture populaire, qui est celle du cinéma grand public. Alors, sur le terrain français, il y a eu ces livres que le grand public a pu lire, et puis chacun pouvait se faire son opinion. Donc je crois qu'il y a cette idée de lanceur d'alerte, dont on a beaucoup parlé dans le monde de la finance, mais là aussi, pour moi, Vanessa Springora est une lanceuse d'alerte. Quelqu'un qui parle bien, qui parle juste, quelqu'un que les gens écoutent, quelqu'un qui n'est pas précisément une passionnariat ni une virago. Ça, c'est très important, que l'image de la femme change, que la femme sache parler de manière posée et sache, et c'est ô combien difficile, parler de son expérience personnelle de manière apaisée, de manière rationnelle, de manière philosophique. Ça, c'est très important. Donc oui, il y a cette nouvelle image de la femme qui est posée. Et comme j'ai rappelé, parce que c'est quand même une scène formidable, c'est une scène historique, Adèle Haenel et Céline Sciamma, on se lève, on se casse, et stop. Et le stop, il est mis là, entre l'ancien monde et le nouveau monde, entre ceux qui ont compris ce qui se passait et ceux qui n'ont pas compris. Ça, c'était absolument extraordinaire. Et dans tous les grands mouvements populaires, politiques, il y a des femmes comme Louise Michel du temps de la Commune, il y a des femmes qui se sont élevées au sens propre du terme et qu'on identifie, alors qu'ils deviennent des icônes.
populaires et auxquelles on peut s'identifier et dont on peut suivre les traces. Et c'est ça la visibilité des femmes. Donc, Blanche a fait un exposé passionnant et qui balaye évidemment beaucoup de sujets. Un mot très personnel est arrivé comme ça subitement dans le discours et le long exposé de Blanche, c'est ce terme de virago. Virago, j'ai 19 ans, je suis à Sciences Po, je suis en train de boire un café au Basile, le fameux bar de la rue qui fait face à Sciences Po, à Paris. Et mon professeur de sociologie et d'historiographie dit à mes camarades garçons, quel virago celle-là. Et ça, c'était tout à fait étonnant. J'ai 19 ans, malgré des études littéraires, virago, c'est quand même pas un mot que j'emploie tous les jours. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut bien dire par là? Et j'ai aimé que Blanche emploie ce terme à 2 reprises, je crois. Ça m'a vraiment replongée dans cette époque, dans ce commentaire extrêmement désobligeant, qui voulait dire finalement une jeune femme de 20 ans, grosso modo, tais-toi. Parle moins fort, exprime-toi moins, sois plus discrète, et une voix qui porte moins, dis des choses peut-être plus modérées, tempérées, bref, mets-le en sourdine. Et c'était tout à fait troublant, et ce mot, donc des années et des années et des années plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, résonne encore en moi aujourd'hui. Je n'avais pas prévu, évidemment, c'est pas un duo que nous avons fait avec Blanche pour parler de ce terme de virago, mais c'est important d'y revenir, à la fois parce que c'est un témoignage vraiment très réel et encore très prégnant, psychologiquement, dans finalement ce que je suis devenue, mais aussi parce que nous avons des étudiants et des étudiantes. Donc, et ça c'est important en termes de mission, Blanche a parlé de nombreuses fois de modèles. Nous sommes aussi parfois dans nos métiers, dans nos missions, si je puis dire, à la fois d'écrivaines, d'auteurs et de professeurs. Nous sommes aussi parfois un peu des modèles. On peut ouvrir peut-être quelques voies ici ou là, on peut aussi donner à espérer, on peut aussi parfois ne pas inspirer, mais aussi parfois inspirer. Donc, aux étudiantes et aux étudiants qui peuvent nous écouter et qui nous écouteront, à n'en pas douter, on a le droit aussi d'être un peu des viragos parfois. On a le droit aussi parfois de parler fort et haut. On a le droit effectivement de dire, peut-être pas on en a marre et on se casse, mais plutôt comme Virginie Despentes, effectivement on en a marre, ça suffit et on gueule. Parce que oui, en effet, est-ce que si nous avions été dans une sororité plus importante dans ces années dont je parle, qui devaient être dans les années 90, si nous avions été une sororité plus importante, malgré le MLF qui nous avait précédé évidemment, peut-être que MeToo n'aurait pas été utile. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, il n'y en a jamais assez. Il n'y en a jamais assez. Regardons quand le livre d'Alice Coffin est paru, Le génie lesbien, sur Twitter, les propos ont été d'une violence absolument inouïe. Inouïe. Et notamment sur le corps et le physique d'Alice Coffin. Tout d'un coup, elle n'avait pas le droit, pour une certaine partie, notamment des hommes, mais aussi des femmes, de parler en tant que femme, parce que physiquement, elle ne serait pas assez ceci, assez cela. Donc, effectivement, c'est toujours très grave, le sujet est encore très vif dans la société, dans les inconscients, et effectivement, Blanche le rappelait tout à l'heure, une lesbienne ne serait pas une femme. Vous voyez encore quand Alice Coffin donc, sort en 2020 ce génie lesbien, quelque part, on lui enlève le droit de parler en disant « tu n'es pas tout à fait une femme, tu n'en as pas assez le physique et surtout, finalement, tu détestes les hommes ». Non, son livre dans lequel
je me suis plongée avec délectation, n'est pas une détestation des hommes. Elle raconte simplement le male gaze. Blanche tout à l'heure parlait du female gaze, mais oui, effectivement, il y a un male gaze. On a vu des centaines et des centaines d'imageries, notamment au cinéma et dans les films, où on voit bien que la caméra est portée par un homme qui regarde une femme plutôt pour ses attributs de séduction ou de sexe. Donc on voit bien ce male gaze, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça fait. Donc tout ça est important. Donc c'était une anecdote en introduction, mais pour reparler aussi du visible et de l'invisible. Ça, c'est quelque chose de très important. Ce qui est visible aujourd'hui, effectivement, c'est MeToo. Ce qui est visible aujourd'hui, ce sont les inégalités salariales. Ce qui est visible aujourd'hui, ce sont à peu près les 100 000 viols par an déclarés en France. Ce qui est visible aujourd'hui, évidemment, c'est le plafond de verre pour accéder vraiment aux plus hautes responsabilités quand on est une femme. Ce qui est visible, c'est finalement, en tout cas en France, la moindre place pour les femmes dans la sphère du politique. Tout ça est connu, tout ça est visible, bien entendu. Mais derrière, il y a l'invisible. Il y a tout cet iceberg absolument délirant qui est juste celui du système patriarcal. Et c'est ça l'histoire, c'est là l'histoire, évidemment. Et ce système patriarcal dont on parle beaucoup, qui est souvent moqué aussi, mais qui est réel, comme l'a largement démontré Blanche, bien sûr, ce sont quoi? Ce sont juste les rôles détenus par des hommes depuis des siècles. Des rôles dans la sphère du religieux, des rôles dans la sphère du politique, des rôles dans la sphère économique, etc. Donc ça, c'est très important. C'est ce système finalement patriarcal qui fait sens, qui fait violence symbolique ou parfois qui fait violence réelle. Et derrière cela, c'est très compliqué. Donc là-dessus, je trouve que peut-être c'est Christine Delphi, qui est dont une sociologue, qui a peut-être écrit les choses les plus fines sur le patriarcat. Moi, je suis assez séduite par les travaux de Christine Delphi. Mais là-dessus, on pourrait renvoyer peut-être aux travaux de Pierre Bourdieu, qui sont très connus, mais qui a été critiqué en tant qu'homme d'avoir osé écrire là-dessus, sur donc son fameux livre sur la domination masculine, qui décrit aussi très bien le système patriarcal ou peut-être les systèmes patriarcaux. Est-ce qu'il y en a plusieurs? J'ai plutôt envie de dire, si on parle d'un système, parlons d'un système patriarcal qui peut avoir certaines déclinaisons. C'est peut-être comme ça qu'on peut le dire. Donc ce système patriarcal, évidemment, est compliqué à combattre, parce que là, tout d'un coup, évidemment, tout ce qui nous arrive à titre individuel, eh bien, résonne en fait dans le collectif. Moi, j'ai souvent eu affaire à des femmes qui étaient aussi en grand désarroi, notamment professionnel, et qui disaient: c'est ma faute, c'est moi, je n'ai pas fait assez bien. Non, comme le disait d'ailleurs Blanche très bien tout à l'heure, ça renvoie à des systèmes, ça renvoie à ce système patriarcal, ça renvoie à du collectif en fait. Donc ce que nous prenons, nous en tant que femmes ou même étudiantes, comme quelque chose qui serait de notre ressort, de notre responsabilité et souvent de la responsabilité d'un collectif. Ça, c'est important parce que ça nous décharge aussi, ça nous décharge. C'est aussi ce à quoi, évidemment, a servi et sert encore MeToo. Donc, il y a du visible, bien sûr, mais derrière, il y a l'invisible. Et parfois, il ne suffit pas, vous savez, de faire une espèce de gender washing. Alors, le gender washing, c'est quoi? C'est bon, on va mettre par exemple une crèche dans l'entreprise et puis on va par le temps résoudre le problème de la garde des enfants. Mais non, là on ne s'attaque pas au système, on s'attaque à l'écume du système, mais pas du tout au système patriarcal dans le fond. Donc on s'attaque au visible, mais pas à l'invisible. Donc c'est important aussi de voir que parfois ces actions sont pleines de bonnes intentions, mais finalement, parfois, l'enfer lui-même est pavé de ces bonnes intentions et le gender washing existe beaucoup. D'ailleurs, ce mot de genre est important. Ce mot de genre est important parce qu'il a vraiment provoqué beaucoup de résistance. J'ai trouvé peut-être
et j'espère que c'est Blanche qui a raison, Blanche un peu optimiste. Je suis peut-être plus pessimiste qu'elle sur les résistances que l'on voit encore aujourd'hui vraiment s'ériger de manière agressive, solennelle et très construite finalement. Je vous fais grâce du nom des éditorialistes auxquels nous pouvons toutes et tous penser sur ces choses-là qui sont évidemment vent debout, hein, comme des Trumpistes finalement aux USA, vent debout en disant non, 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 on ne veut pas de ce féminisme, on ne veut pas de cela. Mais derrière, regardons souvent que quand il y a non au féminisme, il y a souvent non aux questions de genre, à l'orientation sexuelle. Il y a souvent non aussi à la question de la race. Il y a souvent non aussi à la question des migrations. Il y a souvent non aussi à la question de la planète et de l'écologie. Tout d'un coup, on voit bien en fait que les questions de genre et de féminisme et de sexisme rentrent en fait dans une matrice très conservatrice que vraiment l'Amérique de Trump a pu promouvoir. Et nous en avons ici des enfants, des frères siamois, des frères jumeaux et des camarades de promotion très trumpistes. Alors dévoyés, vulgarisés, mis à la sauce française, que sais-je, mais n'empêche qu'il ne faut pas penser qu'il n'y a pas aussi une matrice quelque part qui vient s'opposer à tout cela, c'est-à-dire aux questions d'être ou pas racisé, aux questions d'orientation sexuelle, aux questions de sexisme, aux questions même, comme je vous le disais, d'écologie, etc., de migration internationale et tout ça. Ça, c'est important de prendre ça dans son entièreté, parce qu'en définitive, c'est pas simplement des siècles de sexisme ou des siècles de patriarcat, c'est aussi des siècles de conservatisme. Et les suprémacistes états-uniens à la Trump prouve à quel point ceci doit s'inscrire dans un ensemble plus global. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'il y a résistance. C'est pour ça qu'il y a résistance. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas simplement résistance à la question du sexisme, il y a résistance à tout cela. Et ces résistances, elles sont nombreuses, on le sait, elles sont très nombreuses. C'est évidemment les masculinistes. J'en ai pas parlé, mais je les ai plus ou moins sous-entendus, si je puis dire. Alors, le masculinisme arrive plutôt du Canada, notamment du Québec, d'accord, en disant attention, nous aussi, les hommes, nous souffrons, etc. Ça, c'est très important de comprendre aussi ces résistances. Il y a la résistance aussi à la féminisation des métiers. C'est encore très étonnant aujourd'hui que des gens, au lieu d'écrire Madame la députée et eux, écrivent encore Madame le député. Non, ce n'est pas simplement une fonction. La fonction a un genre, si je puis dire. À un moment donné, si elle ne s'incarne jamais au féminin et qu'elle n'est jamais déclinée au féminin, on ne peut pas imaginer cela. Quand vous allez voir votre pharmacien, inconsciemment, vous voyez bien un homme. Quand je dis pharmacien, vous ne voyez pas une fonction. Mais si je dis je vais voir ma pharmacienne, tout d'un coup, vous voyez une femme, ce qui est normal. Donc c'est important. Mais vous voyez là aussi, il y a de grandes résistances. Et il y a aussi peut-être un effet, peut-être franco-français, je vais y revenir après, hein, je vais y revenir, sur ces résistances, parce que Blanche a beaucoup parlé de MeToo, mais on voit aussi que Balance ton porc est moins fort en France, beaucoup moins fort en France. Et Balance ton porc en France part de Sandra Muller, qui fait son appel à partir de New York. Ne l'oublions pas, c'est symbolique, mais c'est important. Et on voit bien que finalement, Balance ton porc en France, contre d'ailleurs un chef, un directeur de télévision, n'a pas les mêmes effets. D'ailleurs, ce directeur de télévision, derrière, écrira un livre qui s'appelle Balance ton père, où il essaye d'expliquer justement à ses filles ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, etc. D'ailleurs, Sandra Muller perdra son procès, pour l'instant en tout cas, et l'histoire de Sandra Muller est aussi plus ambiguë peut-être, parce que c'est une histoire de drague poussive, avec des SMS. On n'est pas non plus sur quelque chose d'aussi systémique. Heureusement, évidemment, qu'il y a derrière après d'autres femmes qui ouvrent la porte, continuent à mettre le pied dans la porte que Sandra Muller a ouverte, bien sûr, mais n'empêche que les effets sont peut-être moins importants
quand il s'agit de ces questions-là en France. Pourquoi il y a toutes ces résistances? Eh bien, là, on arrive à quelque chose d'un peu franco-français et un peu compliqué. Déjà, en France, nous préférons souvent la lutte des classes à la lutte des sexes ou à la lutte même des races. Puisque ce mot race en France n'est pas accepté. Quand je dis race, vous l'entendez aussi à l'américaine, c'est le race studies américain. Et puis, la guerre des sexes est toujours guerrière et donc pas acceptée. Et donc, souvent, la France, qui, n'oublions pas, avec Tocqueville, en 1789, se retrouve, son élément fondateur démocratique à la française, c'est 1789, et Tocqueville nous dit, attention, la France se construit dans un bain de sang au regard de la lutte des classes. Et ça, c'est très important. Et on se construit là-dessus. Et finalement, Olympe de Gouges, et Blanche en a parlé tout à l'heure, qui, avec toute son énergie de l'époque, essaye de faire en effet une déclaration pour la citoyenne, eh bien finalement, elle est largement dépassée par la classe et par les enjeux marxistes, nous dirait justement Christine Delphi. Et là, il y a un bras de fer entre le marxisme à la française, on va dire pour faire vite, excusez-moi pour les anachronismes, mais je crois qu'on comprend, le marxisme à la française avec sa lutte des classes, et puis ces histoires de racisme et de sexisme. Et ça, c'est très compliqué. Et là, tout d'un coup, on a une déferlante qui dit, mais attention, si on commence à parler des problèmes, par exemple, de différences salariales entre les femmes et les hommes, on ne parlera plus du grand capitalisme qui tue nos ouvriers. Et là, on se heurte même à un système politique. Regardez, même ceux qui portent en France le plus haut la lutte des classes, eh bien, ont du mal à parler féminisme. Souvent, ils se retirent, ils disent « Oh, ça, ce sont des questions sociétales. Nous, on prend les questions sociales. Les questions sociales, c'est important. Les questions sociétales, laissons-les. » Et là, on est peut-être devant quelque chose qui me rend un peu pessimiste, parce que le politique ne veut pas s'emparer finalement de cela, en disant « Laissons les questions sociétales. » Et même à gauche, la gauche socialiste dit aujourd'hui « Nous avons tellement souffert du mariage pour tous et des questions de genre portées par la ministre Najat Vallaud-Belkacem, nous avons tellement souffert de cela qu'on ne veut plus en parler. On a perdu notre électorat ouvrier, etc. Donc on ne veut plus en parler de tout cela. Les questions sociétales restent dans leur coin. Et donc petit à petit, elles sont reléguées. Et ça, c'est embêtant. C'est une première résistance à la française. Et ça, ce n'est pas rien. Et puis une deuxième résistance à la française, qui est très importante et très structurelle, c'est aussi la démocratie versus la République. Je m'explique. La démocratie est inclusivité par définition. D'accord ? Nous devons évidemment être, chaque citoyen et chaque citoyenne, être pleinement individu dans un système démocratique digne de ce nom, qui est supposé évidemment être un pays comme la France. Mais la France, au-delà de la question démocratique, elle est république. Elle est république. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que la République, en France, dit quoi ? La République est une et indivisible. La République est une et indivisible. Et là, on se heurte à la philosophie politique de l'esprit franco-français, mais pas que, mais il est quand même très particulier, qui est donc non-divisibilité au sein des citoyens et donc pas des citoyennes. On ne veut pas savoir ça. On ne veut pas savoir, d'ailleurs on ne fait pas de statistiques ethniques en France, elles sont interdites. On ne fait pas de discrimination positive. Il y a la loi Copé-Zimmermann, bien sûr, mais c'est une grande exception dans notre matrice de philosophie politique. Donc ça, c'est vraiment un problème, il y a une résistance. En France, en fait, dès qu'on joue comme ça la carte, par exemple, des femmes ou du female gaze, on nous dit attention, vous faites du séparatisme, attention aux dérives, attention aux dérives. On n'est pas dans un modèle états-unien.
états-uniens, on a compris, pour le meilleur et pour le pire, hein, sur la question du sexisme. Hein. Bien sûr, si on est sur Fox News, la section du sexisme, c'est tous les jours. Et d'ailleurs, Roger est sorti Manu Militari de Fox News pour sexisme, justement. Mais en même temps, aux États-Unis, c'est aussi une Janet Yellen qui vient d'être nommée boss du Trésor américain, ce qui n'est pas rien. C'est évidemment cette vice-présidente absolument charismatique de Kamala Harris. C'est évidemment, alors on part ailleurs un petit peu, mais toujours dans le monde anglo-saxon, de Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande. Là, tout d'un coup, vous voyez que le modèle, quelque part, non républicain à l'américaine est important parce qu'il y a cette affirmative action dont on a parlé tout à l'heure. Et elle n'est pas simplement, évidemment, sur les questions afro-américaines, elle est aussi sur les questions, évidemment, de femmes. Il n'y a pas une université aux États-Unis où il n'y a pas les gender studies qui sont enseignées. Quelques heures par-ci par-là, beaucoup plus d'heures quand on est évidemment spécialisé et qu'on est dans l'université californienne de la fameuse Judith Butler, bien entendu. Mais néanmoins, les gender studies sont banalisés aux États-Unis et ça, c'est quand même très important. Et donc, là, il y a des résistances, vous voyez, de philosophie politique. Et ça, c'est jamais tellement facile de s'opposer non seulement à des siècles et des siècles de patriarcat, mais aussi évidemment de s'opposer à un modèle qui est le nôtre. Donc ça, c'est compliqué de travailler là-dessus. Et souvent aussi, aujourd'hui, là je raccroche aussi à l'actualité, on critique en France beaucoup les études intersectionnelles. J'imagine que nos étudiants et nos étudiantes ont peut-être entendu aussi ces débats sur les questions intersectionnelles. L'intersectionnalité, c'est quoi ? On fait passer ça en France aujourd'hui pour du militantisme. Militantisme, non. Nous sommes universitaires, Blanche et moi, nous savons ce qu'est le militantisme et nous savons ce qu'est le monde académique. L'intersectionnalité arrive dans le monde académique dans les années 80 aux États-Unis, tout comme les gender studies sont aujourd'hui évidemment des domaines académiques et pas des domaines du militantisme. Si après ça devient du militantisme ici ou là, que c'est réapproprié par le politique, bien sûr, mais tout académisme a toujours été réapproprié par le politique. C'est même pour cela que nous existons, si je puis dire, ou en tout cas une partie. Mais voilà, l'intersectionnalité, c'est quoi ? C'est de dire, finalement, les luttes sexistes ne peuvent peut-être pas s'entendre sans aussi parler des luttes racistes et sans parler non plus des luttes de classe. Et donc, il faut peut-être embrasser tout cela en même temps. Donc ça, c'est très important. Et aujourd'hui, pourquoi je parle d'intersectionnalité ? Pas pour ne pas parler suffisamment de sexisme, mais parce que là aussi, il y a des résistances. Donc vous voyez, il y a des résistances ici, des résistances là, du masculinisme, des éditorialistes à la française qui sont plus proches de Trump que de ce que nous sommes en train de raconter, résistance de la féminisation des métiers, résistance maintenant sur l'intersectionnalité et résistance aussi à employer le mot de genre. Donc c'est très compliqué. Le mot de genre, quand même, il est important. Il est important et non, ce n'est pas un mot militant. C'est juste un mot qui nous permet, nous, universitaires, de raconter la différence entre la question du sexe et la question du genre. C'est très simple, en fait. Blanche l'a largement rappelé. La nature, oui, le sexe, c'est le biologique, le sexe, c'est le naturel, le sexe, ce sont les organes. Mais le genre, qu'est-ce que c'est ? Le genre, c'est la construction sociale du sexe. Donc, le genre est un objet sociologique. Le genre raconte la construction, raconte les stéréotypes, raconte tout cela. Donc, si on n'emploie pas ce mot de genre, qu'est-ce qu'on en fait ? Et puis, c'est là où ça devient complexe. Aujourd'hui, dans les féministes à la Butler notamment, ou à la Marie-Hélène Boursier aussi, aujourd'hui disent, est-ce qu'on peut encore finalement parler de genre ? Est-ce qu'on ne va pas effacer ces notions finalement ? Parce que dans le genre, est-ce qu'on n'en revient pas toujours à une binarité ? Quelque part, il y aurait un genre masculin. Certes, il est construit, mais il est masculin.
Il y aura un genre féminin. Il est construit, mais il est quand même féminin. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas agenrer nos préhensions intellectuelles? Quand je dis agenrer, donc c'est bien ce A privatif. Est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter justement de parler trop souvent de cela, du masculin, du féminin, qu'il soit genré ou pas genré? Est-ce que là, finalement, on ne se prend pas les pieds dans le tapis? C'est aussi le problème de l'affirmative action. Parce que pour faire de l'affirmative action, évidemment, il faut prendre des femmes, prendre des quotas et les mettre plus haut. Mais quand on fait ça, on les met bien au regard du fait qu'elles sont femmes. Et donc certains disent, elles vont apporter des qualités féminines du coup. La douceur, l'empathie, la diplomatie, l'écoute, la communication. Et là, ça y est, on recrée du stéréotype et on revient à une nature soi-disant féminine. Vous voyez à quel point tout ça est complexe et franchement, vraiment, de mémoire de chercheur, puisque je n'ai pas toujours travaillé que sur ces sujets, je travaille aussi beaucoup sur les extrêmes droites, donc ça rejoint souvent ces résistances dont on parlait évidemment, mais de mémoire de chercheur, je crois qu'il n'y a pas un sujet plus complexe que le sujet du genre quand nous sommes, nous, universitaires, en train d'embrasser un sujet intellectuel. Finalement, moi, je vous dis, j'ai travaillé beaucoup sur les extrêmes droites, notamment sur le Front National. J'ai travaillé beaucoup sur de l'économie hétérodoxe, alternative, on va dire. Je travaille sur pas mal de sujets. Celui du genre est celui qui est sans fond. C'est une espèce de tonneau des dadaïdes. On pense avoir gagné quelque chose. Hop, il faut encore tout de suite re-remplir le tonneau parce qu'on n'avait peut-être pas vu ça, ou là, il y a des résistances, etc. C'est très complexe. C'est très complexe parce que c'est un sujet qui embrasse. Je crois que là, on l'a vu, entre Blanche et moi, on a vu à quel point c'est un sujet qui embrasse le politique, la philosophie, la psychologie, la littérature, les arts, l'économique, évidemment. Revoyons les sujets, les travaux d'Esther Duflo, évidemment, ou de Nancy Folles. Ce sont aussi le biologique, le médical. C'est vraiment un sujet, par définition, extrêmement universel et finalement d'une complexité sans fin et tout à fait infinie. C'est un sujet qui ne peut pas être embrassé via une seule discipline, même si lui-même, les gender studies sont une discipline, mais elles font appel à toutes les disciplines en fait que nous connaissons et que nous pouvons connaître. Nous avons, Blanche et moi, mobilisé tous ces champs académiques en fait quand nous avons parlé de ce sujet. Donc, qu'est-ce que c'est compliqué et qu'est-ce qu'il faut maîtriser de sujets pour parler sereinement de sexisme, de genre et d'études de genre. Et puis, ce sujet, c'est la complexité même. Pourquoi? Tout simplement parce que chacun a quelque chose à dire. Chacun, un matin, un soir, un après-midi, s'est senti un jour spécialiste de ce sujet. Ah, moi aussi! Chez moi, ça se passe comme ça. Chez moi, mon mari amène les enfants à l'école. Chez moi, je ne fais plus la vaisselle. Chez moi, on est féministe. Chez moi, moi, j'aime les rapports sadomaso. Où est le problème? Vous voyez, évidemment, la sexualité aussi, on en a parlé, avec l'inceste, avec les viols, etc. Donc, il y a de l'intime dans ce sujet. Et finalement, quand nous parlons de ces sujets, nous en tant qu'universitaires et chercheurs sur ces sujets, eh bien, les gens ont toujours quelque chose à dire. Les gens, tout d'un coup, ça leur parle. Ça ne parle pas à leur mental, ça ne parle pas à leur cerveau, ça parle à leur tripes. Ça parle à leur vie intime, ça parle aux domestiques, ça parle à leur vie quotidienne. Et donc, ça rend le sujet extrêmement complexe parce que finalement, tout le monde a quelque chose à dire. Rappelons-nous de ce philosophe très médiatisé qui un jour dit « Et alors, moi aussi, je viole ma femme tous les soirs à ce compte-là. » Vous voyez, tout d'un coup, un philosophe, dit philosophe, n'est pas d'accord avec un débat sur le sexisme et sur ces questions, et qu'est-ce qu'il a trouvé comme argument? De raconter quelque chose
et il prend comme argument quelque chose qui vient de sa sphère privée. C'est tout le problème, c'est tout le problème. Donc, c'est vraiment très important et on est tout le temps interpellé. Alors évidemment, quand je me faisais traiter de virago à Sciences Po par ce prof de sociologie et d'historiographie, là aussi, je vous ai raconté de l'intime d'ailleurs. Là aussi, je vous ai raconté de l'intime. Depuis, le temps a passé et j'ai, comme disent les universitaires que nous sommes, objectivé mon sujet. Je l'ai mis à distance. Je l'ai mis à distance. Néanmoins, ça n'empêche pas, ici ou là, et notamment dans un petit roman que j'ai commis, de reparler encore de l'intime, etc. Donc, c'est très compliqué. C'est un sujet sans fin. C'est un sujet très interpellant et qui interpelle, voilà, à la fois la sphère du public, la sphère du privé, la sphère de l'intime et du psychologique. Et c'est là où c'est un grand défi. C'est pour ça que je suis peut-être un peu moins optimiste que Blanche là-dessus, parce que les résistances, elles peuvent être aussi des résistances de l'ordre de l'intime, et ça, c'est compliqué. Néanmoins, pour reparler de la France aussi, je pense qu'il est temps, et moi j'étais heureuse d'écrire un livre qui s'appelle Ce monde qui nous échappe, mais c'est pas ça l'intérêt, c'est son sous-titre qui est peut-être plus intéressant, qui s'appelle Pour un universalisme des différences. Et en fait, c'était peut-être aussi un moyen de moyenner avec cette république à la française, de dire OK pour l'universalisme à la française, mais OK aussi pour quand même reconnaître les différences. Et donc l'universalisme, oui, mais peut-être pour un universalisme des différences qui n'aboutirait pas dans ce communautarisme maudit, mais qui serait juste une reconnaissance des différences. Donc je milite effectivement, et j'emploie peut-être le mot, pour un universalisme des différences, afin que tous ces sujets, dont le sexisme, soient vraiment partie prenante de nos débats et requièrent toutes les lettres de noblesse et aient toutes les lettres de noblesse que ce sujet mérite. Merci Virginie, je rebondis immédiatement parce que j'ai été très touchée que vous commenciez votre intervention par ce terme extraordinaire de virago qui est devenu une insulte et que vous rappeliez cette expérience quand même assez récente. Les années 90, c'était quand même pas le Moyen-Âge et que des professeurs se permettent ça. Et en plus, c'est toujours ça. C'est sur le ton de la blague. Ça se voulait une blague, bien sûr, ça se voulait drôle. Donc en plus, non seulement c'était agressif, mais ça voulait en plus votre complicité. Il fallait encore que vous rigoliez à cette blague, quoi. C'est quand même incroyable. Vous avez très justement dit que ce qui est compliqué dans ce sujet, c'est l'intime. C'est-à-dire que là, nous parlons aussi de nous-mêmes, parce que nous sommes des femmes, parce que nous avons notre vécu, parce que nous n'avons pas choisi ces sujets par hasard, bien sûr. Donc, il faut absolument objectiver notre sujet, comme vous l'avez bien dit. Mais ce qui touche le plus grand public, c'est qu'effectivement, ça parle de l'intime. Je crois qu'on s'en sortira finalement quand on arrivera. Je crois vraiment à cette idée que les hommes puissent s'emparer de ce sujet. Ce serait quand même vraiment bien s'il y avait davantage d'hommes féministes. Donc il faudrait probablement inventer un autre terme. Et justement, pour qu'on puisse mettre à distance cette expérience brute et arrêter simplement que les débats proviennent de notre intériorité, de nos tripes, comme vous l'avez dit. Ce serait vraiment bien que des hommes s'emparent davantage de ce sujet et pas sous cet angle que vous avez rappelé, que je déteste par-dessus tout, les pauvres hommes, le masculinisme, les pauvres hommes qui sont bien sûr écrasés par les femmes dominantes, etc. Ce renversement de la perspective qui me semble délirant et qui est effectivement très, très, très grave, un vrai danger. Le renversement, voilà, une autre forme de dialectique, mais très, très négative. Donc peut-être, voilà, pour se retrouver toutes les deux dans un espoir, si les hommes, si les étudiants pouvaient davantage s'emparer de ce sujet, ce serait une très bonne chose. Merci pour votre intervention. C'était très intéressant d'avoir un autre point de vue, d'une part. Moi, j'ai une question qui soulève, du coup, vu que vous parlez de la masculinisation, mais également du fait que il faut arrêter de prendre peut-être des expériences personnelles et qui se réfèrent à la sphère intime, comme vous l'avez très bien expliqué. Mais d'un autre côté, le fait d'utiliser des expériences précises
et des faits, est-ce que c'est pas une bonne manière pour illustrer ces propos et ce phénomène qui, malheureusement, est beaucoup trop ancré pour faire prendre conscience et réveiller les mœurs? Moi, je suis assez d'accord avec cela, hein. C'est-à-dire qu'attention, hein, quand je dis il y a de l'intime dans cette histoire, je ne nous mets peut-être pas, nous universitaires, dans ce lot. Parce que nous avons fait le travail de distanciation nécessaire, d'objectivation. Il n'y a plus de souci là-dessus, si je puis dire. Mais quand même, il me semble qu'avoir l'expérience de quelque chose est indépassable. Est indépassable, même quand on est sociologue, politologue ou que sais-je. Ça me paraît important parce que quelque part, on en parle aussi peut-être un peu mieux. On en parle un peu mieux. C'est difficile. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous savez, c'est l'histoire de la théorie un peu de l'empowerment aussi, hein. C'est-à-dire que moi, en tant que femme, je dois raconter aussi ce que je vis en tant que femme. Quand je dis moi, c'est pas moi au sens strict, ça peut être vous, etc. Donc ça, c'est important aussi que la femme se saisisse de son propre parcours, de sa propre histoire, hein. Donc, on ne va pas non plus encore une fois, là, se faire potentiellement voler la parole. Nous savons très bien de quoi nous parlons, nous savons de quoi il est question. C'est un petit peu d'ailleurs aujourd'hui ce qui se passe sur les questions des mouvements racisés qui disent on est par exemple afro-américain aux États-Unis et on sait de quoi on parle parce que nous l'avons vécu. Et j'avoue que c'est difficile. Moi, j'ai travaillé avec des sociologues, dont Pierre Lesnel d'ailleurs, qui est un chercheur extrêmement féministe. On a travaillé beaucoup d'ailleurs sur les féminismes post-coloniaux, etc., ensemble. Mais c'est vrai que il me confiait lui-même qu'à un moment donné, de toute façon, il cède parce que quelque part, il n'a pas vécu. Vous savez, dans La misère du monde de Bourdieu, ce fameux livre absolument indispensable, Bourdieu disait, est-ce que finalement, pour aller faire de l'entretien qualitatif auprès notamment des communautés afro-américaines, là ils étaient vraiment dans les banlieues de New York, enfin ils étaient à Harlem, et il disait, est-ce qu'il faut être noir pour interroger un noir américain pour mieux comprendre? Vous voyez, c'était toute une interrogation. Ce sont des questions méthodologiques, voire épistémologiques, tout à fait essentielles dans nos travaux d'universitaires, hein. Est-ce qu'on doit être partie prenante? Est-ce qu'on doit... Voilà, jusqu'à quel point? Mais après, aujourd'hui, dans les groupes, notamment racisés, il est question, plus militant, là pour le coup, il est question de dire non, on veut garder notre parole. On ne veut pas la déléguer à ceux qui ont eu la parole depuis des siècles et des siècles, à savoir les Blancs. Voilà. Est-ce que je dirais la même chose? Je ne veux pas non plus que des hommes, finalement, racontent cette histoire. Peut-être, mais en tout cas, de toute façon, il y a besoin qu'on prenne la parole, ça c'est certain, et pas que la parole, c'est là, moi, je me mettrais un bémol sur MeToo. Les femmes prennent beaucoup la parole, encore une fois, là, sur de l'intime. D'accord? J'ai été violée, j'ai été agressée, j'ai été harcelée sexuellement, j'ai été draguée trop fortement, j'ai été secouée physiquement, sexuellement, etc. Et vous voyez encore que quand la parole des femmes est écoutée, et MeToo est écoutée, on ne peut pas dire le contraire, c'est parce que, en fait, elle relève de l'intime. Et là, on est obligé de mettre notre sexualité sur la table, sur l'espace public, pour être entendu. Donc on est obligé, finalement, de se réassigner à notre nature de femme pour être enfin entendu. C'est insupportable, ça aussi. Moi, j'aimerais un MeToo, et d'ailleurs je lance un MeToo là tout de suite, si vous voulez, un MeToo politique, un MeToo économique. Là, le MeToo qui est en train d'arriver encore, c'est un MeToo sur l'inceste. C'est encore de l'intime, c'est encore du personnel, vous voyez? Pourquoi on ne se lève pas, on ne gueule pas à l'Assemblée nationale, dans les ministères aujourd'hui, dans les plus hautes fonctions de l'État? Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Pourquoi chaque fois que l'on parle de cela, c'est un problème? En tout cas, vous voyez que moi, en tant qu'intellectuel, je le sais très bien. Je voyais tout à l'heure Blanche parler de Barbara Stiegler notamment, et on a fait, elle et moi notamment, l'interview dans Thinkerview. On fait l'interview dans Thinkerview.
Et Thinkerview, quand ils me bookent l'année dernière, ils me disent « Ah, super, on nous reproche de ne pas avoir assez de femmes. » Et oui, pourquoi? Parce que Thinkerview, il ne raconte pas les viols, les incestes ou what else. Là, on est dans le dur intellectuel. Et là, tout d'un coup, il n'y a pas de femmes. Vous voyez? Donc ça, c'est toujours le problème. Donc ça, c'est vraiment le cerveau continue à être quand même l'apanage des hommes. Et c'est ça, ce MeToo, c'est à la fois fabuleux, évidemment, et ça reste fabuleux de toute façon, mais en même temps, il faut regarder ce petit bémol que je souligne et qui est important. Donc nous devons parler, oui, mais pas que de nos viols et violences. Je relaye immédiatement votre MeToo économique, Virginie. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Il faut vraiment définitivement sortir les femmes de la sphère de l'intime. Là, on se croirait encore au 19e siècle, ce que je montrais tout à l'heure. Absolument. Il y a aussi beaucoup une complaisance des médias et quelque chose, on regarde par le petit bout de la lorgnette parce qu'il est quand même question de sexualité ici. Et ça émoustille quand même tout le monde, même si c'est des violences. Il y a aussi quelque chose d'assez pervers, avec quoi il va falloir rompre, absolument. Oui, dans la perversité dont parle Blanche, j'imagine chacun voir ce qu'elle a voulu dire, mais j'y vois absolument tout ce qu'elle a voulu dire. Je laisse le débat ouvert et l'imagination se faire. Je ne sais pas si on a le temps pour développer beaucoup une dernière question, mais vous avez beaucoup parlé de l'État, vous avez parlé de l'éducation, vous travaillez vous-même dans un système éducatif vu que vous êtes universitaire. Ma question, c'était est-ce que la résistance qu'on retrouve dans le système franco-français, est-ce qu'il n'est pas appuyé par l'État? Est-ce que le fait qu'on ne parle pas forcément beaucoup de philosophie au lycée, au collège, parce que les seuls cours que personnellement j'ai pu avoir de philosophie, c'était en terminale, est-ce que le fait qu'on coupe quelque part la parole, tout le système de débat, c'est pas un problème que l'État soutient au final? Absolument. Un système patriarcal, c'est aussi un système étatique. Hein, on l'a dit, il est religieux, il est économique, politique et donc forcément institutionnel et étatique. Et quand on dit institution, évidemment, dedans, il y a les programmes scolaires, il y a les universités, il y a les grandes écoles. Donc oui, et rappelons-nous combien il a été critiqué, le programme mis en place, une tentative par l'ancienne ministre déléguée aux droits des femmes, sur l'ABCD de l'égalité, au regard du genre, justement. Et ça a été conspué de manière excessivement forte. Pourquoi aussi? Parce que, d'abord, évidemment, il y a des privilèges masculins, Blanche en a largement parlé, mais il y a aussi du religieux dans l'affaire. N'oublions pas cela. Et j'en réfère aussi là à Trump, par exemple, ou sur le mariage homosexuel, lesbien, homo. Là, il y a quoi tout d'un coup? Ah oui, mais attention, le genre va faire qu'il n'y aura plus de femmes et d'hommes. Comment on va procréer de nouveau? Est-ce que ça veut dire qu'on fera des enfants via des boîtes et des procédés chimiques, etc. Il y a tout ce traditionnalisme aussi qui est réveillé. Donc, on a là aussi des résistances au sens strict du religieux, de l'étatique, en fait, des institutions les plus importantes et les plus fortes, les plus les plus anciennes, les plus costaudes, les plus solides. Et encore, là, je vais vous renvoyer évidemment aux pays asiatiques, aux pays africains, aux pays sud-américains. Et là, évidemment, nous n'avons pas forcément beaucoup d'alliés aussi dans ces systèmes aussi très traditionnalistes. Voilà, donc forcément, les États sont complices. Les États sont complices de la prostitution internationale, de la marchandisation des femmes, mais aussi parfois des hommes. Les États sont évidemment complices du fait que les filles, les femmes, les jeunes femmes ne vont pas toujours à l'école dans certains pays du monde. Bien entendu, nous en avons, si je puis dire, la meilleure partie, mais ce n'est pas parce que c'est la meilleure partie qu'elle est parfaite et même qu'elle est juste. Loin de là.
Parce que souvent aussi, la résistance, c'est de dire « Oh là là, mais qu'est-ce que tu dirais si tu habitais là-bas ou dans tel pays ?» Mais il s'avère que je ne vois pas pourquoi, parce que ce serait pire ailleurs. Ici, ça devrait être moyen. Nous aspirons à une démocratie pleine et entière et inclusive. Donc, je vous remercie pour votre réponse. Et une deuxième question. On a beaucoup évoqué du coup le terme de féminisme. Est-ce que vous pouvez apporter une réponse parce qu'il y a quand même une haine qui est tournée vers ce mot, tout comme vers le militantisme. Est-ce que vous pouvez expliquer cette haine? C'est une haine, en fait, tout simplement de résistance. C'est tout. Le mot féminisme n'a rien de choquant, de militant, de dérangeant. C'est simplement une égalité en droit et en acte entre des hommes et des femmes. Le féminisme ne va pas plus loin. Point. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Il n'y a rien à dire là-dessus. Sauf que derrière, évidemment, il y a tout d'un coup une instrumentalisation politique, notamment, de ce terme. Et donc, on lui jette l'opprobre, on dit que c'est du militantisme, on dit ceci ou cela, que sais-je. On dit que c'est porté par des femmes virago, décidément, ça sera le clou du spectacle. On dit tout cela, on décrédibilise en fait ce terme de féminisme. C'est une opération de manipulation politique que de décrédibiliser ce terme de féminisme. D'accord? C'est très important de le comprendre. Le mot féminisme est décrédibilisé par des gens qui, de toute façon, ont ce pouvoir de le décrédibiliser. Il faut assumer un simple mot, concept, qui est simplement de dire oui, les femmes et les hommes doivent être égaux en droit et en acte. Point. Mais ça, évidemment, là, on touche quelque chose de très important et qui en culture est très important, qui est la question du soft power. C'est-à-dire, le féminisme, est-ce un mot qui va finir par perdre dans les médias ou gagner? Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il est en train de perdre. Ça prouve à quel point il y a des résistances. D'accord? Mais non, il faut continuer absolument à défendre ce terme. Et c'est pas « je suis féministe mais ». Qu'est-ce que c'est ça? Je suis féministe mais? Non. Alors, on pourrait être féministe, c'est-à-dire être d'accord pour une égalité en droit et en acte, mais quoi? Mais rien du tout. D'accord? Donc, vous voyez l'absurdité dans laquelle nous sommes allés et on s'est laissé conduire dans cette absurdité. Hein, où beaucoup de gens aujourd'hui disent « je suis féministe, mais pas trop fort, mais pas trop si ». Non, vous savez, Marguerite Duras disait toujours dès que la femme parle trop fort, elle est ridiculisée, elle est conspuée, elle est balayée comme ça. La parole des femmes dérange dès qu'elle sort de la sphère privée. C'est pour ça que MeToo, quelque part, il sort de la sphère privée, mais il raconte de la sphère privée. Attention. Donc non, la parole des femmes n'est pas dérangeante aujourd'hui, en 2021. Ce n'est pas être féministe, mais c'est être féministe tout court, comme je suis profondément humaniste. Point. Je ne vais pas dire je suis humaniste, mais pas trop fort, pas tous les jours. Quelle absurdité. Donc oui, il faut, je pense, porter cette parole et dire je suis féministe. Il faut quelque part que la bataille culturelle, là je vous renvoie à tous les travaux de Gramsci, qui a beaucoup travaillé justement sur cette bataille des idées, cette bataille culturelle, comment on la gagne, que d'autres ont appelé soft power à l'américaine, mais quelque part entre Gramsci et le soft power c'est presque pareil si je puis dire. Mais c'est ça, il faut gagner aussi cette bataille du terme. Être féministe, c'est un humanisme comme les autres. C'est un antiracisme comme les autres. Et justement, pour rebondir, donc vous évoquez la matrice conservatrice
dans lequel notre système, que ce soit par exemple pour la France, est quand même assez basé, que ce soit au niveau des institutions politiques, économiques, mais aussi sociales. Et justement, c'est aussi cela qui empêche de franchir ce plafond de verre. Et donc la solution serait de tout remanier toute la structure, que ce soit économique et politique, pour justement combattre toutes ces inégalités, que ce soit de genre, mais aussi de sexe, ou également de raciale, et toutes celles qui suivent dans les inégalités sociales. Bon, en fait, je pense qu'il faut, vraiment, je vais me répéter, mais il faut gagner la bataille des idées. C'est ça le plus important, c'est cette bataille culturelle qui est en train d'être un peu perdue parce que finalement, en France aujourd'hui, même ceux qui étaient les plus farouches des défenseurs des études de genre reculent en disant on a oublié la classe, on a oublié la classe. Et c'est là où les travaux intersectionnels peuvent nous sauver. Et c'est là où encore, tout d'un coup, il y a encore d'autres résistances. Donc, il faut aller haut et fort, il faut être pugnace, et je pense qu'il faut, oui, déconstruire le patriarcat peu à peu. Ce n'est pas être militante que de dire ça. C'est de dire que les faits sont là. Enfin, c'est quelque part, sur la question du féminisme, on est peut-être au même endroit que sur des thèses. Je n'aime pas du tout les comparaisons d'une manière générale, et généralement, elles nous mènent dans l'abysse et dans un grand trou noir, mais je vais quand même la faire. Je vais employer ce mot en tout cas. C'est comme si on niait des horreurs qui se sont passées par le passé. Enfin, on ne peut pas être négationniste sur ces histoires-là, c'est pas possible. Ce n'est pas être militante que de dire qu'il y a eu 20 siècles de patriarcat. Ce n'est pas être militante que de dire qu'il y a toujours aujourd'hui des femmes excisées, des femmes prostituées, des femmes violées, etc. Alors on rétorque toujours, ah oui, mais il y a bien 2% des hommes qui sont violés aussi. D'accord, mais 2% ne fait pas un système. Il y a aussi eu des blancs très gentils, certainement, dans les maîtres autoritaires qui ont esclavagisé les Noirs américains. Certainement qu'il y en a eu, mais le système colonialiste était là. Il y a certainement eu des gens qui ont dit que la guerre d'Algérie, c'était pas bien. Certainement, mais le système colonial français était là. Enfin, ces 2% d'exception ne font pas tomber un système. Et ce n'est pas, enfin, c'est vraiment de l'historiographie là qu'il faut faire. Mais vous vous rendez compte que l'historiographe dont je parlais tout à l'heure me traitait quand j'avais 20 ans de virago. Comment fait-on du coup? Parce que c'est un travail d'historiographie qu'il faut faire. On ne peut pas être dans la négation de ce qu'il s'est passé. C'est pas le militantisme, si je puis dire, doit changer de camp. Où ce procès en militantisme doit changer de camp. Nous faisons des travaux universitaires à base de chiffres, à base d'enquêtes, à base de témoignages, à base d'archives historiques. Moi, j'ai travaillé notamment sur les archives des années 40 sur le droit de vote des femmes. Blanche en a parlé tout à l'heure, 1944-45 en France, la première fois où elles votent, c'est 45. En effet, elles votent comme leur frère, comme leur mari ou comme leur curé. Finalement, tous les hommes ont eu peur du vote des femmes, mais elles ont voté sous le joug, en fait, du patriarcat. Elles n'ont pas voté en tant que femmes, elles votent en tant que femmes individualisées à partir des années 80, Mitterrand 81, grosso modo. Mais, donc, on ne fait pas, nous, un travail, je ne crois pas, de militantisme. Oui, Oser le féminisme fait un travail de militantisme, nous toutes fait un travail de militantisme, les Femmes font un travail de militantisme, et j'en passe. Mais nous faisons un travail académique, je crois, de restitution. Alors pour Blanche, encore plus de de l'histoire ancienne, moi de l'histoire plus récente, ou même de l'actu pure. Donc à nous deux, on traverse les siècles, si je puis dire, jusqu'à aujourd'hui et après-demain, on espère. Mais on le fait dans une optique académique. Donc cette histoire de jugement, de militantisme doit changer de camp. Moi, je pense que c'est plutôt les autres, les Trumpistes du monde entier, qui font du militantisme. Ça, je le crois. Je vous intime à regarder. C'est sur une des plateformes
Et ça s'appelle The Loudest Voice. Et c'est sur Fox News. C'est sur l'émergence de Fox News. Et justement, la question du sexisme, j'en parlais tout à l'heure. Mais regardez cette série absolument fabuleuse en 4-5 épisodes. Et là, on comprend où est le militantisme. Non, il n'est pas dans une centaine ou plusieurs centaines d'universitaires qui travaillent sur les gender studies. Vraiment pas du tout. Bonjour. Merci pour vos interventions très intéressantes. Alors, je vais essayer de compléter ceci par une bibliographie évidemment non exhaustive sur le féminisme. Voilà, j'ai organisé ceci par thème, évidemment pour essayer d'avoir une cohérence et essayer de vous donner envie de lire des textes, que ce soit d'historiens, d'historiennes, mais également d'écrivains, d'écrivaines. Voilà, des témoignages et des essais essentiels. Alors, je vais commencer par une partie plutôt évidemment classique, avec des ouvrages autour de l'histoire des femmes, tout simplement. Donc, évidemment, je ne peux pas oublier de parler de l'histoire des femmes de Michel Perrault et Georges Duby, qui va sur 5 tomes de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. C'est un travail très riche, fourni et essentiel si on s'intéresse vraiment à la période. Donc c'est vraiment des ouvrages qui sont indispensables. Je voulais aussi, donc, sur l'histoire des femmes, vous présenter un ouvrage qui est sorti cet automne à la Découverte. Donc, ne nous libérez pas, on s'en charge. Donc, collaboration de 3 femmes, chacune spécialiste à leur manière d'une période et donc de certains thèmes. Donc, c'est l'histoire des féminismes, parce qu'on parle bien des féminismes en France, qui s'étale sur plus de 2 siècles, qui va parler des débats d'hier, mais également des débats d'aujourd'hui, que ce soit de la prostitution au port du voile, qui pose toujours problème. C'est un ouvrage très documenté, très précis, illustré, que ce soit d'articles, de citations, d'extraits d'ouvrages. Et donc, c'est voilà, ça en fait vraiment un livre unique qu'on peut lire ou tout simplement consulter. C'est un ouvrage à garder dans sa bibliothèque et qui me semble en fait maintenant essentiel. Évidemment, si vous voulez plus d'informations, parce que je ne peux pas non plus tout développer, vous avez des vidéos sur le site Mola, puisque notamment Florence Rochefort avait fait une conférence ici. Également sur le thème de l'histoire du féminisme, vous avez celui-ci, Rage Against the Machisme de Mathilde Larère. Ça va également parler de l'histoire du féminisme depuis la Révolution française, mais avec un ton beaucoup plus humoristique que celui dont je viens vous parler. Alors ça va également évoquer les violences sexuelles, en passant par les plus grandes figures du féminisme, qu'elles soient connues ou méconnues. Et ce qui était très intéressant, c'est que cet ouvrage se présente sous forme chronologique, mais aussi thématique. Il est foisonnant, avec beaucoup de citations et de textes un petit peu originaux et parfois inédits. Voilà, donc ça en fait un ouvrage assez passionnant et plutôt original. Sur l'histoire des femmes aussi, un très bel ouvrage donc vient de paraître. Alors on a fait beaucoup en effet d'histoire des femmes, mais celui-ci a eu beaucoup de succès en librairie à Noël, mais pour de très bonnes raisons. Donc en fait vous avez ici une histoire évidemment mondiale des femmes photographes. Donc ce sont 300 portraits de femmes de 1799 à aujourd'hui. En fait, ces femmes, c'était souvent des femmes oubliées, discréditées, au profit évidemment des hommes photographes, alors qu'en réalité, évidemment, les femmes sont aussi créatrices, qu'elles évidemment pensent le monde autour d'elles et qu'elles ont donc toute légitimité. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un petit peu un ouvrage manifeste qui montre que l'émancipation peut aussi avoir lieu, mais via l'appareil photo. Et donc, sur ce sujet-là aussi,
il y avait l'excellent roman de Gaëlle Josse, Une femme au contre-jour, qui faisait aussi la biographie d'une femme photographe, si jamais le côté littérature vous passionne plus. Également, un autre ouvrage paru cet automne, qui est un de mes coups de cœur. Donc, les deux auteurs se sont rencontrés en librairie et elles ont décidé de faire le portrait de leurs deux mères. L'une en sait beaucoup. Sa mère lui a laissé une cantine remplie de sa correspondance, par exemple, avec Simone de Beauvoir. Voilà, elle a milité. Et l'autre femme n'a rien, ne connaît rien sur sa mère et va devoir aller se renseigner auprès des archives, voir où elle a étudié, retrouver d'anciennes camarades. Donc c'est un ouvrage qui est passionnant et qui fait surtout en fait le portrait de cette génération des femmes des années 60 qui souhaitent en fait s'émanciper, mais à quel prix? Et souvent le prix malheureusement peut être fort. Ça peut aller du divorce ou même la perte du soutien familial. Donc ça montre à quel point ça n'a pas été facile et que ces femmes ont dû être fortes. Donc c'est un mélange entre un essai et un témoignage voilà, que j'ai trouvé très fort et avec très original. Hein. D'ailleurs, on a même un extrait de la correspondance avec Simone de Beauvoir. Donc c'est vraiment très intéressant de ce point de vue-là. Voilà. Et ensuite, pour finir avec l'histoire des femmes, évidemment, je ne pouvais ne pas évoquer, évidemment, Sorcière de Mona Chollet, dont vous retrouvez de toute façon aussi une vidéo sur notre site. Si vous voulez aller plus loin, il n'y a pas de souci. Évidemment, donc, dans cet ouvrage, Mona Chollet va faire l'histoire des femmes considérées femmes sorcières selon 3 types de femmes. La femme célibataire, la femme sans enfant et la femme âgée. Alors, comme à son habitude, Mona Chollet va déconstruire les idées reçues. C'est toujours très documenté, très sourcé. C'est toujours très passionnant puisqu'en fait, elle a une écriture, je trouve, engagée et passionnante, et ça en fait souvent, et je trouve encore plus là, une lecture libératrice. Donc c'est vrai que maintenant ça me semble un incontournable quand on veut évoquer évidemment l'histoire des femmes jusqu'à aujourd'hui. Alors, il n'y a pas aussi que l'histoire des femmes, juste théorique. Il y a aussi des femmes qui se sont emparées du sujet en parlant de théorie, mais en y apportant évidemment leur point de vue et leur expérience. Évidemment, je ne peux commencer qu'avec Simone de Beauvoir, avec le deuxième siècle, bien entendu. Ouvrage de référence pour beaucoup d'auteurs et beaucoup de femmes qui, évidemment, l'ont souvent lu lorsqu'elles étaient adolescentes. Et ça a vraiment marqué leur vie en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse. Et en fait, je trouve que ce texte, de toute façon, a toujours une telle résonance et il traversera, évidemment, les âges. Voilà. Donc, c'est sûr que c'est un ouvrage à lire absolument. Voilà, évidemment, et maintenant, il y a beaucoup aussi d'autres points de vue, mais ça en reste un classique à ne surtout pas oublier, à mon humble avis, évidemment. Alors, juste, voilà, pour faire aussi un peu contrepoids avec celui-ci, donc vous avez la révolution du féminin, qui donc évidemment apporte un autre point de vue que Simone de Beauvoir, avec donc l'évocation notamment de la sphère privée. Voilà, elle parle plus de la sphère privée et évidemment en montrant son point de vue et un point de vue sociologique plutôt que personnel. Donc c'était juste pour l'évoquer. Bien entendu, vous avez aussi Gisèle Halimi, donc avec La cause des femmes. Donc c'est un peu un des textes clés de la célèbre avocate, dans lequel elle va y défendre la liberté des femmes, et notamment la liberté des femmes à disposer de leur corps. Notamment à travers un procès où elle défendra une femme qui a
oser évidemment avorter. Et voilà, donc elle y apporte tout son soutien, et c'est l'occasion pour elle en fait de témoigner et de dire le fond de sa pensée. Sur le sujet aussi, il y a une excellente biographie qui est sortie en août, il me semble, donc Une farouche liberté, qui est la biographie de Gisèle Halimi et qui, en très peu de pages, retrace son incroyable parcours, et qui est vraiment là chez Grasset. C'est une femme vraiment très inspirante, et il me semblait quand même essentiel aussi de l'évoquer. Dans les textes qui seront peut-être un peu plus récents, vous avez évidemment le très célèbre King Kong Theory, qui est un texte coup de cœur pour ma part, mais surtout un texte coup de poing. C'est un texte aussi qui fait référence maintenant, comme beaucoup d'autres. Ce qui est très appréciable, évidemment, c'est que l'auteur n'a pas de tabou. Elle y parle aussi bien de sexualité, de prostitution, de viol, de pornographie. Et en fait, elle s'inspire réellement de son parcours personnel. Elle ose avouer évidemment qu'elle a été violée, puis quelques années qu'elle a décidé d'être prostituée et d'utiliser son corps comme travail. Évidemment, elle défend que il faut arrêter d'être dans les clichés, et que la femme dispose réellement de son corps et elle en fait ce qu'elle veut dans une totale liberté. C'est évidemment un texte provoquant, mais je trouve nécessaire, évidemment, pour aujourd'hui. Plus récemment, et notamment dans la sphère des médias, donc Lorraine Bastide a sorti son livre Présente. Alors elle a dit « J'ai voulu écrire un livre engagé et radical ». Pour ce livre, elle part du constat de l'invisibilisation des femmes dans la société et aussi en fait dans les médias, le monde duquel elle fait partie. Et en fait, juste avec des chiffres, elle va montrer à quel point les femmes sont invisibles. Et par ce livre, elle souhaite dénoncer et rendre cette place aux femmes, ce qu'elle fera aussi, notamment dans son podcast La Poudre, dont le premier volume de retranscription vient de sortir, qui se base sur les écrivaines. Le prochain sera normalement sur les actrices. Et voilà, donc c'est une femme qui est importante aujourd'hui dans le débat public, justement parce qu'elle redonne de la place aux femmes dans les médias, et par son travail, elle continue, en plus de dénoncer, à proposer des solutions pour cela. À l'étranger, il y a évidemment l'icône américaine Gloria Steinem qui, pareil, témoigne. Elle a pris les routes pour clamer l'égalité homme-femme à travers des meetings, des conférences, des articles. Tous les moyens sont bons pour une prise de conscience et donner envie, évidemment, de réagir. Elle a quand même, je trouve, un parcours incroyable et optimiste. C'est un ouvrage qui me semble édifiant pour comprendre sa pensée, mais aussi pour montrer le chemin qu'elle a parcouru pour évidemment militer, évidemment. Autre ouvrage qui me semblait essentiel, Notre corps nous-mêmes, donc publié à la base en 1973, il vient d'être réédité par les éditions Hors d'atteinte. Alors en fait, ce livre, c'est un recueil de témoignages de femmes sur différents sujets. Tout y est abordé, que ce soit la sexualité, la famille, le travail, l'amour, le corps. Voilà, la parole est vraiment donnée aux femmes pour s'exprimer, donner à comprendre ce qu'elles ressentent et peut-être pour que la société puisse aussi se mouvoir vers un autre chemin. Autre livre qui me paraissait essentiel, donc c'est de Bellux, Ne suis-je pas une femme, où elle va dénoncer les discriminations de sexe, de classe, mais aussi de race. Et en fait, son but dans son ouvrage, chez Cambourakis, que je n'ai pas parce que nous l'avons vendu, elle veut montrer que même si c'est le même combat, malheureusement, la lutte n'est pas commune entre les féminismes blancs et les féminismes noirs.
Mais évidemment, quand on parle de féminisme, il y a aussi d'autres angles à aborder, notamment par exemple l'écoféminisme, qui est un autre mouvement. Donc vous avez ce texte, notamment, être écoféministe. L'écoféminisme, c'est un courant philosophique, éthique et politique, notamment né d'à peu près dans les années 1970 et qui évidemment repense son environnement. Il s'agit non plus de se protéger, mais aussi de protéger le monde qui nous entoure. Donc sur le sujet également de l'écoféminisme, vous avez un recueil Reclaim, un recueil de nouvelles écoféministes, donc par Émilie H. Voilà, si le sujet vous intéresse. Voilà, ces 2 ouvrages me semblent indispensables, en tout cas sur le sujet. Quand on parle de féminisme aussi, il me semble aussi important d'évoquer justement, on en a parlé, les masculinités. Et dans le mythe de la virilité, Olivia Gazalé souhaite retracer les origines culturelles, politiques et sociales de la virilité, en fait, pour comprendre les injonctions sociales qui pèsent sur les hommes et qui font que la société est telle qu'elle est aussi de ce point de vue-là. Pour elle, en fait, il y a un grand travail éducatif à prévoir. Évidemment, son but n'est pas d'excuser les comportements, mais juste de les montrer et pour les comprendre et en fait nous aider à changer. Donc ce chemin de parler des masculinités, c'est un sujet qui commence aussi à passionner les écrivains, notamment avec Yvan Jablonka qui donc avait publié Des hommes justes, qui vient de passer en poche. Vous avez aussi le travail qui avait été fait par Georges Vigarillo, Histoire de la virilité. Si le sujet vous passionne, c'est aussi nécessaire. Et ensuite, vous avez par exemple aussi également Opuf, Antiféminisme et masculinisme d'hier et aujourd'hui. Un ouvrage pareil complet. Voilà, si le sujet vous passionne, c'est une des références évidemment, selon moi, à lire. Mais évidemment, le féminisme, ce ne sont pas que des sociologues, que des historiens ou historiennes qui s'en emparent, ce sont aussi des auteurs. Donc évidemment, il y a le célèbre Une chambre à soi de Virginia Woolf, qu'on ne présente même plus, tellement c'est un texte nécessaire. Ensuite, je voulais vous parler de ce magnifique texte, Fille de Camille Laurence, qui est donc paru cet automne, où on suit une petite fille qui subit le fait d'être une fille, puisque ses parents n'attendaient pas une fille, mais un garçon. Et on suit son parcours jusqu'au jour où elle deviendra mère également. C'est un ouvrage où tout le monde peut s'y retrouver. C'est d'une grande justesse, c'est émouvant, c'est captivant. Elle joue avec les mots, avec l'écriture, avec la langue. Et en fait, ça en fait un ouvrage singulier, qui pour ma part a été un énorme coup de cœur. C'est un roman vraiment bouleversant que je vous conseille. Voilà, elle y aborde tous les thèmes qu'on peut imaginer, tout en subtilité, et c'est ça qui est intéressant. Également, une auteure incontournable, Annie Ernaux, avec Mémoire de fille, où très brièvement dans celui-ci, elle va évoquer sa jeunesse où elle a osé flirter avec un jeune homme et où elle a tout de suite été traitée de mauvaise fille. Et donc c'est une occasion pour elle de questionner son passé, mais aussi d'en tirer des leçons et de voir évidemment le jugement qu'a la société sur ses actions, alors que sa vie évidemment n'appartient qu'à elle, et c'est des phénomènes qu'on retrouve encore aujourd'hui, où les jeunes femmes, les jeunes filles, les femmes et autres se retrouvent jugées pour ce qu'elles font. Et justement, dans l'idée d'agir et de ne plus se laisser faire, il y avait vraiment un roman un peu pépite que je voulais vous présenter. Donc, c'est Dirty Weekend de Hélène Zahavi. C'est l'histoire d'une jeune femme qui était exaspérée d'être agressée dans le métro, d'être observée par son voisin qui en a assez de se cacher des hommes et qui décide de riposter par la violence. Alors, elle va en devenir une meurtrière. Mais la violence, c'est tout ce qu'elle a trouvé pour réagir. Et donc, ça pose une réelle question. Si la violence sert à réagir, c'est qu'il y a vraiment une faille dans le système. C'est un roman vraiment très original qui a même été demandé d'interdiction au Parlement de Londres car jugé immoral. Voilà, donc en fait, ça en fait un roman évidemment social, époustouflant et malheureusement toujours d'actualité. Et donc, dans le même style, vous avez aussi un excellent polar, Mamie Luger,
qui, pareil, raconte l'histoire d'une mamie de plus de 80 ans qui est arrêtée à notre époque pour avoir aidé de jeunes voyous à s'enfuir. Et en fait, c'est l'occasion pour les policiers de découvrir qu'elle a de lourds secrets, étant une féministe depuis sa jeunesse et qui a osé, évidemment, se défendre contre les Allemands, mais aussi contre ses maris. C'est un roman extrêmement drôle, mais extrêmement juste et extrêmement aussi bouleversant. Voilà, c'est aussi une petite pépite. Et enfin, je voulais finir par de la littérature. Nous allons dire dessiner. Alors évidemment, inutile de présenter Culottée de Pénélope Bagieux, qui maintenant fait figure évidemment de classique avec ses portraits de femmes incroyables, ces femmes inconnues qui évidemment nous inspirent maintenant. Mais je voulais plutôt évoquer avec vous cette superbe biographie d'Anaïs Nin. Voilà, pareil, paru récemment, qui évidemment s'inspire de son journal. Et donc c'est vraiment la biographie de cette romancière américaine qui a été l'amante de Henry Miller. Voilà, c'est vraiment un ouvrage riche en couleurs, si je peux vous montrer. Voilà, riche en couleurs, l'auteur a utilisé des crayons de couleur et quelquefois de l'aquarelle. Donc c'est vraiment un ouvrage tout en subtilité, mais son contenu ne l'est pas forcément. Ça lui sert aussi à dénoncer et montrer le destin formidable de cette femme. Donc voilà. Pour aller plus loin, évidemment, il y a l'ouvrage dont... vous avez évoqué donc de Laure Murat, une révolution sexuelle, pour évidemment la réflexion sur l'après Weinstein, donc où l'auteur analyse du point de vue des deux cultures, française et américaine, en analysant évidemment les enjeux de cette période et de cet événement. Donc voilà. Ensuite, on parlait également du consentement de Vanessa Springora, qui vient de sortir en poche. Et vous avez enfin Femmes et littérature. Vraiment, c'est 2 ouvrages, donc c'est en 2 tomes, ce que je trouve vraiment formidable. C'est une démarche qui est inédite, avec une approche culturelle, historique et sociale. Il n'y a pas moins d'une dizaine de spécialistes à chaque fois d'une période. Donc le premier tome va du Moyen-Âge au XVIIIe et le deuxième du XVIIIe au XXIe. Vous avez une bibliographie très dense. C'est un réel outil de travail et pour comprendre vraiment les femmes et la littérature, je pense qu'il n'y a pas mieux et qu'on peut vraiment se lancer dans ces 2 ouvrages. Et enfin, pour conclure, il y a évidemment votre collection blanche. Voilà, je vous laisse les montrer. Je ne sais pas si vous vouliez en dire quelques mots avec ces magnifiques couvertures. Je vous laisse finir et conclure avec ça. C'était tout simplement l'occasion à nouveau de montrer le talent des femmes et de montrer que dans la collection dont j'ai la chance de m'occuper, Folio Classique chez Gallimard, c'est une collection où les femmes sont bien cachées, mais où elles sont présentes quand même. Et j'avais envie de montrer au plus grand public que l'histoire de la littérature s'est construite sur des chefs-d'œuvre écrits par des femmes, qu'on a peut-être un peu oubliés. On commence par les Laides Marie de France. J'ai été très contente de constater que ça a été un joli succès de librairie. Donc parfois, il faut oser sortir des livres un peu difficiles. Ensuite, bien entendu, j'en ai parlé, La Princesse de Clèves et les autres romans, parce que Madame de Lafayette n'est pas l'auteur d'une seule œuvre. La Princesse de Montpensier et d'autres romans historiques de Madame de Lafayette. Oui, pardon, j'oubliais au XVIe siècle, évidemment, l'Heptaméron de Marguerite de Navarre, qui est là aussi la première fois qu'on écrivait des nouvelles en langue française, inspirées du Décaméron de Boccace, dont on a beaucoup parlé dans le confinement à cause de la question de la peste. On passe à la fin du XVIIIe, début du XIXe. Madame de Staël, j'en ai parlé, Corinne ou l'Italie, son grand roman autobiographique où elle s'incarne dans une peintre qui hésite entre sa relation amoureuse ou son statut de peintre. Et bien sûr, elle choisira de délaisser son amour pour s'emparer de cette carrière artistique.
Indiana de George Sand, qui est vraiment un roman formidable, là aussi extrêmement autobiographique, vraiment très très fort sur une femme qui tente d'échapper à sa condition. Toujours, on en parlait, mais toujours avec cette question amoureuse dont on ne peut pas tellement sortir, mais dont il faut quand même trouver une échappatoire. Et puis bien sûr, on termine en beauté au XXe siècle avec Mrs. Dalloway, l'interrogation d'une femme sur sa vie, sur ses choix, sur une journée. Donc c'était une femme géniale, comme dirait Elena Ferrante, une femme par siècle et un chef-d'œuvre de la littérature qui se trouve avoir été écrit par une femme. Il fallait tout de même le montrer, et effectivement, nous avons commandé les couvertures à une illustratrice, Sofia Bonatti, qui a réinterprété les tableaux très célèbres de ces grandes auteurs de manière plus contemporaine. Eh bien, écoutez, moi, ce que je trouve passionnant, c'est toujours de voir à quel point ce qu'on disait s'avère, puisqu'en fait, effectivement, c'est un sujet ô combien complexe. Et notamment dans les livres qui viennent d'être présentés, il y a aussi la question, est-ce qu'il y a un féminisme, des féminismes? Alors certes, il y a peut-être des courants dans le féminisme et donc des féminismes, mais je pense qu'il n'y a quand même que le féminisme en tant que concept et donc en tant que humanisme au féminin, on va dire. Ce qui me semble très, très important, et ça se montre avec ces magnifiques piles de livres qui sont devant nous, c'est le talent des femmes dans tous les domaines, même dans les domaines où on ne les attend pas. Vous avez cité la photographie, le sport aussi me semble un endroit typiquement masculin qui est réinvesti par les femmes. La littérature, évidemment, il y aurait tout un débat que l'on pourra faire la prochaine fois. Y a-t-il des écritures de femmes, des écritures d'hommes? Le lectorat est beaucoup plus féminin qu'il n'est masculin. Il faut dégenrer, comme on disait, les sciences humaines, c'est extrêmement important. Et puis aussi de rappeler que le féminisme, s'il est né au XXe siècle, en tout cas la conscience de la question de l'importance de la condition des femmes est bien antérieure. On en a parlé pour le XIXe siècle. Moi, il se trouve que j'ai travaillé sur le XVIIe siècle et les femmes philosophes au XVIIe siècle. Encore une fois, un statut qui n'existait même pas. Mais cette conscience du talent et du génie féminin existe de tout le temps, existe depuis le Moyen-Âge. Et ça, il faut le rappeler. Donc nous nous inscrivons, nous tous, nous toutes, nous nous inscrivons dans une longue tradition de talent féminin et de conscience qu'il faut promouvoir et qu'il faut continuer à faire vivre. Ce qui voudrait dire, Blanche, que finalement, les prochains livres écrits par des femmes devraient s'appeler « Le génie féminin ». C'est un très bon titre de collection, je le reprends et on en reparle. On le garde. Merci. Merci à vous tous et toutes.